Écoutez les auditeurs, on vous salue. On espère que vous allez bien. On est avec Charles et on est avec Nico. Nico, comment ça va ce soir? Ça va super. Toujours parfait d'être avec vous. On passe des très bons moments. Eh ben, c'est fort aimable. Mais aujourd'hui, tu n'es pas tout seul. Tu viens avec Charles, qui est un petit peu stressé, mais je suis sûr que ça va très très bien se passer. Comment ça va, Charles? C'est ton premier épisode? Ouais, c'est mon premier épisode et ouais, un peu stressé parce que, bah, c'est, première fois que je me plie à cet exercice donc Eh oui, et tu vas voir, ça va être un exercice qui va être vraiment très très simple, puisque en fait, ça découle tout seul. C'est ça la magie du truc, c'est que ça part tout seul dans le lointain, et puis après le monteur de l'émission rattrape le truc. Donc c'est soit moi, soit Clément qu'on salue Ouais, salut Clément. au passage. Salut Clément, ce sera salut. probablement Clément du coup maintenant. Ah yes! Désolé Clément. Ça veut dire qu'on peut lui envoyer des messages en mode, «Ah, ça, il va devoir couper». Ouais, c'est exactement comme dans les vrais youtubeurs qui sont là à faire ah maintenant du coup j'aimerais un avion qui fait du vol plané, non, non, tu vois, non, on n'a pas ce niveau-là. Bah écoutez, moi ça me fait super plaisir de vous recevoir ce soir. Et il me semble que Nico et Charles, vous êtes venus avec un petit sujet qui est vachement sympa. C'est la perception du futur dans le passé. C'est ça? Ouais, c'est ça. Waouh, j'ai bien retenu par rapport à tout à l'heure. Du coup, Heureusement qu'on qu'est-ce a qui vous, révisé 2 qu'est-ce qui minutes vous avant. intéresse dans cette idée-là, du coup, en fait, de perception du futur dans le passé? J'avais proposé le thème, je m'octroyais la la Ouais, en proposition plus, du ouais. thème, même si je pense que je ne suis pas celui qui a le plus travaillé sur ce sujet. Mais, en fait, je suis un très, très gros fan d'Alien et de toute l'esthétique derrière et OK, ouais. il y a de ça un mois, j'ai recommencé à jouer à Alien Isolation et je me OK. suis dit: «Waouh, mais c'est comme ça, en fait, qu'on voyait le futur». Vraiment ces gros vaisseaux spatiaux avec des boutons dans tous les sens qui font bip boop. Bip Et je boop. me suis dit: «Mais en fait, oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on voyait le futur pendant la guerre froide ou, pendant la course à l'espace». C'était vraiment des gros vaisseaux spatiaux, des espèces de grosses boîtes de conserve avec des boutons qui font bip boop partout et des grosses compagnies qui se font la guerre. C'est vrai que c'est assez passionnant, et je trouve que d'autant plus que le cinéma de la seconde moitié du XXe siècle représente bien cette idée de Mmh. de de science-fiction, qui aujourd'hui nous paraît c'est du ce qu'on appellerait du rétrofuturisme de nos jours, Mmh. je pense, et c'est vraiment effectivement très, très intéressant. Et toi Nico, qu'est-ce qui te passionne dans ce sujet? Alors, je sais pas si c'est une passion, quoique, on verra, on Quoique. verra, on verra. Mais, du coup, je m'étais dit que ce serait pas mal de structurer un peu nos propos, pour avoir une discussion. Et ouais, ça a mal vieilli, hein, cette intro. OK. Et du coup, ouais, je vous propose de faire ça en 3 points. OK, vas-y, vas-y. Ah, Donc en 3 points et puis, comme ça ce sera l'occasion d'avoir des petits échanges à chaque fois, suite à ces 3 points. Donc premier OK. point, ce serait la représentation du futur tel qu'on la conçoit de nos jours. C'est quelque Ouais. chose de récent et ben, comme tu l'as dit aussi, Charles, bah, je pense qu'il y a beaucoup une influence du cinéma, dedans et puis de la science-fiction et cetera. 2e point, ce serait, ben, la représentation du futur, c'est lié à une perception, culturelle de la temporalité. Mmh. Et le troisième point, bah, l'impossibilité de se représenter de nos jours notre futur avec certitude, malgré des enjeux qui sont très concrets pour l'humanité. Du OK. coup, si je peux me permettre, Vas-y, vas-y, je vas-y. peux introduire un peu le premier point et puis vous me direz, parce que je pense que je vais remonter un peu loin. Du coup, la représentation du futur telle qu'on la conçoit de nos jours, c'est quelque chose de récent et je pense qu'on peut aussi faire un lien avec la manière dont on se représentait aussi le passé dans le passé. En Mmh. fait, on peut faire remonter notre manière de nous représenter le futur au 19e siècle, à l'ère industrielle, en parallèle du développement des machines qui sont de plus en plus perfectionnées et du développement aussi de la science et ses applications concrètes en général qui ont une influence dans le quotidien. Et c'est à ce moment bah, qu'il y a des auteurs qui s'emparent de ces sujets pour écrire des fictions. Bah, on peut citer par exemple les livres de Jules Verne, Ouais, bien sûr. et l'imaginaire développé dans ses œuvres, qui peut s'apparenter, ben, à de la science-fiction, de l'anticipation, devient la base de l'imaginaire des lecteurs et spectateurs et c'est à partir de cette base que notre conception mentale du futur, se construit, puis alimentée par de nouvelles générations d'auteurs qui alimentent à leur tour une nouvelle génération de public et cetera jusqu'à nos jours, quoi.
Du coup, ben, l'anticipation, la science-fiction, ça permet aussi de parler de manière imagée des craintes et des problématiques liées à une époque. Moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup, hein, c'est La Guerre des mondes de H.G. Wells, Ouais. qui met en perspective l'Empire britannique de la fin du 19e siècle et son hégémonie coloniale et technologique, avec une invasion extraterrestre de Martiens venus anéantir la Grande-Bretagne, avec ben, ce renversement magistral où le colonisateur devient par sa destruction, à cause d'une force supérieure, le colonisé. Eh oui. Mais avant cette période, bah, le futur tel qu'on le conçoit n'existe tout simplement pas. La religion sert de cadre à un imaginaire partagé et le seul futur envisageable, bah, c'est une succession de présents avec au bout le jugement dernier et l'apocalypse. Il est impossible de se figurer des évolutions techniques ou scientifiques qui ne font ben, de base pas partie du quotidien des personnes de l'époque ni des œuvres de fiction. Du coup, en fait, on vivait en Europe dans un éternel présent. Et ça peut être difficile de s'en rendre compte avec notre recul du 21e siècle. Et pourtant, en fait, il y a un moyen plutôt efficace, c'est de voir comment on se représentait le passé à ce moment-là. Comment le passé est intégré dans le présent. Alors, je vais parler essentiellement du début de la période moderne, mais je pense qu'on peut aussi remonter au Moyen Âge. Du coup, en fait, il y a beaucoup de références ou de scènes historiques qui sont représentées en tableaux, en fresques ou en gravures. Souvent d'ailleurs, dans ces œuvres, ben, la mythologie antique et l'histoire sont intrinsèquement mêlées, avec aussi la religion et le présent de l'époque. Il n'y a pas de différence en fait entre ce qui est histoire et ce qui révèle de la mythologie dans les œuvres, par exemple, des 15e, 16e et 17e siècles. Et en parallèle, il y a des représentations d'événements historiques contemporains. Dans tous les cas, ben, les personnages et décors représentés suivent tous des règles précises et des modèles et styles qui sont contemporains. S'il y a par exemple des ruines représentées pour évoquer le passé, en fait, elles sont là à titre d'allégorie d'une grandeur déchue. Il n'y a pas de souci à coller à une réalité historique, mais un mélange entre une antiquité qui est idéalisée à cette époque, l'influence des représentations religieuses traditionnelles et le temps présent des artistes. Et dans ce cas, passé et présent se mêlent complètement. Par exemple, je vous invite à regarder Les Noces de Cana de Paul Véronèse ou L'École d'Athènes de Raphaël ou n'importe quelle représentation d'épisodes bibliques en fresque ou peinture Mmh. qui représentent tous des éléments qui peuvent paraître un peu anachroniques parfois si on se base du point de vue de l'époque. Mais si on ramène, cette vision, du monde à notre époque, en fait, on aurait, des œuvres de fiction plutôt originales. Imaginez par exemple un Game of Thrones dans un setup entièrement contemporain, avec des éléments d'un passé complètement idéalisé en plein milieu, sans aucune recherche d'historicité, où les références au passé sont là uniquement pour souligner un sens moral, des valeurs ou une religion. Donc imaginez, ben, je sais pas, des combats entre des avions de chasse et des dragons au nom de Dieu, au-dessus d'une cité faite à Ça va la être fois très classe. d'immeubles de verre et d'acier et Ah, de mais je bâtiments reconnais ça. néoclassiques. C'est le Et règne du Ça, feu, ça. ça s'appelle la propagande du FN, non? c'est un peu ça. Du coup, il faut s'imaginer aussi peut-être des personnages principaux qui auraient avec leurs armes à feu de dernier cri des attributs d'un passé considéré comme glorieux, peut-être une couronne de laurier ou une toge, je sais pas. Bon, enfin, à titre personnel, je trouve que c'est plutôt bien que notre imaginaire ait évolué. Il y a un autre exemple que j'aime bien qui est celui de Théodore de Brie. Alors Théodore de Brie, c'est un graveur et libraire protestant qui a produit des œuvres dans la seconde moitié du XVIe siècle. On lui doit des illustrations très célèbres, notamment du contact avec l'Amérique, notamment la rencontre entre Christophe Colomb et les populations de l'île de Wanaani, ou celle particulièrement marquante des récits de Hans Staden et de Jean de Léry au Brésil, auprès des Tupinambas. Il illustre aussi l'ouvrage La destruction des Indes de Bartholoméo de Las Casas et dresse également le portrait des populations et cultures de Virginie et du Pérou. Alors Debris, il a jamais voyagé en Amérique et ses représentations sont particulièrement idéalisées. Cependant, il a le souci de coller au mieux aux descriptions des récits de voyage et de détailler au maximum, surtout les personnages. Et en faisant cela, il illustre, littéralement déjà parce qu'il fait des dessins, un parallèle qui est intéressant, celui des autochtones américains, tatoués et armés, avec les Pictes
de l'Écosse antique, tout aussi tatoués et armés, probablement d'après une iconographie romaine. Alors bien entendu, c'est très fantasmé, mais la démarche de trouver une analogie commune entre le passé de l'Europe et des peuples autochtones américains, ben, c'est, malgré une naïveté évidente, plutôt intéressant et original. Et il présente ça en annexe d'un des volumes consacrés à l'Amérique illustrée, et du coup, en fait, ces inspirations sont pas, liées ou alors plutôt elles ne sont pas uniquement liées à des représentations religieuses d'un jardin d'Éden ou, de ses habitants qui vivent à l'état de nature. On voit qu'il est clairement allé chercher ailleurs. Et avec cet exemple, il cherche par l'image à se référer à un passé en dehors de l'Antiquité grecque, romaine ou chrétienne, un imaginaire classique, pour comprendre un présent différent par un passé différent. Alors, on n'est pas du tout encore sur des inspirations aux problématiques actuelles pour se représenter un hypothétique futur, mais je trouve que la démarche de puiser dans un autre imaginaire culturel est assez intéressante. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres exemples comme ça, soit ben, de la manière dont on représente le futur de nos jours, parler de rétrofuturisme, et si d'après vous c'est pertinent aussi de faire une comparaison entre ces deux démarches, de voir comment se représenter différents temps à différentes périodes. Bah, non, mais super intéressant. Merci, hein, en tous les cas. C'est vrai que, enfin, c'est de ce que tu disais sur la représentation d'aujourd'hui, en fait, du futur. Alors, on voit quand même, en fait, dans l'univers cinématographique, enfin, moi, je veux beaucoup parler de cet univers-là parce que, bah, ça me parle beaucoup et je m'en renseigne aussi pas mal. Mais, il y a des œuvres actuelles, en fait, qui parlent encore des craintes, de nos jours ou même qui parlent un peu de nos sociétés et dans les façons dont on se représente. Mais on a aussi, en fait, dans l'imaginaire collectif, enfin, une espèce de crainte aussi du futur parce que, bah, ouais, il y a beaucoup de choses qui, on va dire, qui nous tombent dessus dernièrement et Ouais. dont nos générations ont à faire face et en fait, il y a, cette pas une espèce de sinistrose, mais en tous les cas, aussi une volonté peut-être, de glorifier un peu le passé et de voir en fait que dans le passé, bah, tout était un peu plus simple, et un peu plus facile à faire et ça aujourd'hui, bah, ça se ressent aussi dans beaucoup de discours, qu'on peut voir, que ça soit des discours politiques, mais aussi des discours culturels. Ouais, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Ça transparaît énormément dans le 7e art. C'est ce que beaucoup de critiques de cinéma appellent le principe de la nostalgie, où, Mmh. où en fait on va constamment référer à des trucs qu'on a eu dans les années 80 ou les années 70. Et c'est vrai qu'à l'inverse, les œuvres de science-fiction, même si elles sont très nombreuses, elles dépeignent toujours des futurs où c'est la merde, quoi. Mmh. Qu'on soit sur du post-apo ou post fin du monde ou alors sur des grosses dystopies où les corporations ont pris le pouvoir. Il y a toujours ce côté très très sombre, bien que soit en train d'émerger à l'heure actuelle une nouvelle discipline en science-fiction qui s'appelle le solarpunk et qui au contraire se veut et d'essayer de créer des univers qui soient positifs, où l'humanité dans le futur a réussi à dompter les problèmes climatiques et vit en harmonie avec la nature, etc. Ce sont des histoires qui se déroulent dans ce genre de domaine. Et je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui même si c'est moins vendeur, de tourner la science-fiction vers des solutions et pas juste dire bah regardez c'est la merde parce qu'en fait on le sait déjà, on est déjà dans une espèce de dystopie de SF pérave. Mais c'est hyper important je trouve de se dire le futur potentiellement il peut être autre chose parce que c'est aussi de ça que va germer dans la tête du public l'idée que ouais en fait peut-être que le futur il peut être cool plutôt que au contraire de les envoyer en se disant regardez le passé c'était bien mieux, on va continuer à regarder derrière nous plutôt que de regarder devant nous. Mais ça fait partie, comme tu l'as dit, d'un discours ambiant qui est malheureusement très politique et qui est aussi très vendeur. Je pense qu'il y aurait des œuvres de Solarpunk qui sortiraient aujourd'hui. Ça n'aurait pas de succès. D'ailleurs, il y a des œuvres de Solarpunk qui sont sorties récemment. Je Ok. pense notamment à un Disney qui s'est planté l'année dernière, là, pour une fois qu'ils font, ou il y a 2 ans, je sais plus. Ouais, c'est vrai, du coup, il y a une dimension politique en Il y fait. a clairement une dimension politique. Ouais. Avalonia, l'étrange voyage. Qui est Ok. Mmh. sorti du coup en 2022. Ils avaient tellement pas confiance en ce film qu'ils l'ont sorti directement sur Disney+, il est pas sorti au cinéma. Ah ouais. Et même si le film est pas non plus incroyable, il y a, je sais pas si vous l'avez vu ou pas? Non, Non, je l'ai pas effectivement. vu malheureusement. Et bah, en fait, c'est clairement du solarpunk parce qu'on est sur une société où en gros ils sont censés utiliser une énergie verte. Il y a de l'inclusion dedans, ils vont partir en voyage. Il y a vraiment un truc de génération où en gros tu as le grand-père qui est un peu un sale con, le père qui essaye d'être différent de son père, mais qui du coup est à l'exact opposé et n'arrive pas du tout à comprendre la génération d'après.
Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils se rendent compte que la ressource qu'ils utilisent pour faire voler leur vaisseau, en fait, est un truc qui est ultra dangereux pour le monde dans lequel ils vivent. Et ils vont devoir essayer de trouver des solutions pour éviter justement la perdition de leur propre monde. Et ça reprend une idée d'écosystème et c'est hyper intéressant. Le film est Ah, pas incroyable, mais il a l'avantage d'essayer de faire quelque chose et de montrer autre chose. Là où cette année on nous a sorti Vaiana 2, donc personnellement je suis pas allé le voir, mais voilà, c'est chiant. Euh, voilà, il y a un moment donné, c'est bien aussi d'aller vers une science-fiction qui puisse être positive, je pense. Le négatif, on Ouais, l'a compris, on a tous compris que les entreprises privées c'était des méchants, que le futur c'est un futur post-apo avec des fascistes. Maintenant, mm. ce serait bien d'essayer de dire qu'il y a une autre solution. Et aussi, ça me fait penser que finalement, je pense l'œuvre aussi de Solarpunk la plus connue, mais qui était aussi un révélateur un peu de son époque, mais c'est aussi Retour vers le passé, qui te dépeignait quand même à une époque je crois que ça se passait en 2021, où on aurait eu des voitures volantes partout, on aurait eu quand même, on nous Retour vers le montrait une futur, tu veux Amérique. dire? Hein? De quoi? Retour vers Retour le vers le futur, oui. futur? Oui. Oui, OK. Pourquoi Parce que Retour là, vers le passé? je cherchais Retour vers le passé, c'est un thriller qui est sorti en 2016 apparemment. Mais Ah, ok. tu ne connais pas ce film, mais OK, Retour vers le futur 2, ouais, Retour vers celui où dans le le futur, futur, ouais. ouais, où Ouais. clairement on était sur une exposition un peu très utopique en fait de ce futur où presque une innovation complètement débridée qui aurait permis un essor complet de l'humanité. Mm. Ouais. Bon, triste de constater qu'il s'était bien trompé et qu'en 2021, le seul overboard qu'on avait, c'était une espèce de planche sur deux roues où tu avais le plus de chances de te casser une dent qu'autre chose. C'est vrai que c'est méga flippant. Ouais. C'est vrai. Mais le film est sorti dans les années 80, c'était une époque où on avait encore beaucoup d'espoir dans le futur. Mm. Où il Ouais. n'y Ouais, avait je pas pense. encore les idées de réchauffement climatique, il n'y avait pas encore de terrorisme, le bloc soviétique était presque vaincu. Donc je pense que dans la tête des gens, le futur ne pouvait être que radieux. Là Ouais, où puis c'est dans vrai que les depuis les naves. années 2000, quand tu regardes les films de SF, le futur il est rarement radieux. Il est souvent très très dystopique. Mais après, c'est aussi à ça que sert la science-fiction. Mm. Je vous renvoie à toutes les chroniques que Benjamin a faites sur la chaîne. Mais la science-fiction, c'est vraiment un appel, non pas forcément pour parler du futur, mais pour parler du présent. Quand on regarde, Oui. par exemple, en ce moment, je regarde Sévrance. C'est Ah ouais. clairement une série de SF, mais c'est une série de SF qui te dit pas que, attention, dans le futur, les mégacorps vont vous contrôler. Ça veut dire, attention, les mégacorps ont déjà le contrôle, et en fait, c'est juste que tu pousses les poteurs à fond pour faire comprendre que, en fait, ce qui se passe mal, c'est des trucs qui se passent déjà mal, mais juste que c'est pas complètement dystopique non plus, mais qu'il faut faire gaffe, parce que potentiellement, ça peut le devenir. Ouais, L'anticipation pour ça, et c'est hyper important. et ça s'est retrouvé dans beaucoup de courants en fait de science-fiction que, Ouais, bien on sûr. peut prendre le plus vieux, je pense le steampunk. Oui. Vraiment, on était plus à parler de cette industrialisation et de cette prise en fait de la terre en faveur des grosses industries et des ouvriers, de qu'est-ce que ça va amener. Le cyberpunk, bah là, on parle quand même beaucoup du capitalisme et de Ouais. toute cette débridation, et encore aujourd'hui, on en parle. Mm. Mais moi, j'étendrais aussi un peu plus le cyberpunk. Je pense qu'il y a aussi ce côté un peu fascination et vouloir prendre aussi le revers de la médaille des gueules cassées qui reviennent du front et avec leurs prothèses, et de se dire, bah, ouais, on peut aussi augmenter des humains avec des prothèses un peu différentes. Et du coup, bam, le cyberpunk qui te propose des prothèses où tu as tout de suite, tes membres et tes bras et tes jambes qui t'ont été, Ouais. heu, Mm. sectionnés, bah, tout de suite, ça peut être utile à autre chose, tu peux en faire autre chose et tu peux devenir un surhomme et un peu enfin, c'est aussi une espèce de catharsis de se dire: «Bah, on va essayer de s'extraire de notre condition actuelle et des Mm. traumatismes qu'on a vécus». Bien sûr, ouais, je suis d'accord. Alors, Nico, est-ce qu'on a répondu à ta partie 1? Oui, c'était l'occasion d'ouvrir un discours et puis, moi je sais qu'au niveau en fait, au niveau, un peu, pop culture, je pensais que c'est à la base, quand j'ai rejoint le podcast, je pensais que c'est là où j'aurais le plus de trucs à dire, mais en fait, je connais rien. Je connais vraiment je suis vraiment pas à la page là-dessus. Non, Donc c'est pour ça je pense que tu l'étais il y a 5 ans, ah oui, mais c'est ça, que c'est clair et j'ai mais que pas évolué. maintenant plus du tout. C'est clair et du coup, à chaque fois, c'est un énorme plaisir d'écouter, des gens qui sont vraiment calés sur la chaîne. Et Je c'est trouve vrai ça qu'on trop, parlait trop intéressant. d'œuvres de science-fiction sorties cette année. Moi, une œuvre de science-fiction qui est sortie l'année dernière, qui m'a beaucoup marqué, c'est Ouais. The Substance. C'est Ah, The incroyable. Substance. Ah Ouais, moi ouais. je l'ai pas regardé parce que ça me j'ai des après c'est mes triggers à moi, tout Mmh. ce qui touche à la notion de changement corporel, ça me fait, Ah, c'est le body ça horror. le body horror, j'ai beaucoup de mal avec, donc je suis pas allé le voir, mais il paraît qu'il est super, ouais. Mais franchement, il est vraiment très bien, et
enfin, là, en fait, on reprend des esthétiques très vieillottes parce que, ben, on retourne dans les années 80, mais on parle alors je sais plus, c'est de l'aérobic aux États-Unis et Ouais, ces stars d'aérobic qui devaient avoir un corps parfait toujours et du coup, bah, ces stars-là qui avaient des carrières mais très, très courtes parce que, bah, malheureusement, Ah ouais. au bout d'un moment, tu ne rentrais plus dans les canons et qu'à l'époque, c'était fait comme ça et qu'on n'envisageait pas de mettre, une femme de plus de 30 ans, sur l'écran pour présenter de l'aérobic. bien sûr, ouais. Et du coup, dans une substance, il se traite de ça, d'une femme qui veut rester maîtresse de son corps en s'injectant bah, du coup, une substance pour la faire rester, jeune ad vitam aeternam et de Mmh. toutes les dérives beh, c'est aussi très symptomatique de notre société, finalement. On parle de féminisme, en fait, de prise de pouvoir aussi des femmes, de vouloir s'approprier et de pouvoir un peu déjouer, des diktats qu'on leur impose. Cette espèce d'injonction à toujours rester jeune et belle et qui me touche aussi les hommes, hein, de plus en plus, je trouve, sur les réseaux sociaux, cette injonction à aller à la salle, être musclé, et cetera. C'est des grosses Mmh. dérives malheureusement qui sont de plus en plus grosses via les réseaux sociaux, aussi beaucoup. Mais bref, Ouais, une forme d'uniformisation, de ouais, ouais, ouais. Notamment sur YouTube, moi je suis pas mal, Sabine, qui est une ouais, youtubeuse qui parle beaucoup des trop cool contenus, Sabine. ce qui me permet de rester à jour sur, les trucs, Grave. les friends, Insta et TikTok et tout, TikTok parce ouais, que je suis c'est pas du clair. tout dessus et à Pareil. chaque fois je suis horrifié, je me dis: «Mais c'est Ah ouais. horrible!» Et C'est elle traite vraiment trop bien, c'est un super c'est ça. proxy, hein, pour ce Ouais, genre de ouais, choses, c'est clair. Sabine. Mais du coup, ça donne ce monde-là ne me donne pas du tout envie. Ça Mmh. c'est des injonctions. Déjà, quand je traîne un peu sur Insta, j'ai l'impression qu'on m'incite à déjà que mon téléphone m'espionne parce que j'ai fait un hot ones il y a 2 jours et depuis, il me propose plus que des sauces piquantes. Donc voilà. Mais surtout cette espèce de ouais, d'injonction du corps, de comment tu dois faire, comment tu dois t'habiller, comment tu dois penser, comment tu dois faire ci et en plus, à chaque fois, c'est des modes. Ils vont tous te répéter les influenceurs vont tous te répéter les mêmes choses, du genre: «Ah maintenant, il faut manger de la salade, nin 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 nin» et ou alors, genre: «Oui, mais maintenant ton argent, il faut que tu le gardes» ou alors au contraire: «Ah, il faut que tu achètes le dernier SUV» et c'est horrible. C'est un monde là, pour le coup, c'est quand je vous disais tout à l'heure, je trouve que le monde dystopique, on est déjà dedans. Ah ouais, Vraiment un peu trop pour rêver. avec les mecs de la tech et leurs applis à la con, Ah j'ai ouais, vraiment bah, ça l'impression qu'on est dedans. Ouais, non, mais carrément enfin, c'est drôle de aussi voir, genre une œuvre comme Cyberpunk Ouais. 2077 qui est Mmh. sortie, mais il y a pas si longtemps que ça. Moi, je la Ouais. trouve mais complètement désuète dans sa façon de voir de la société et de vouloir hybrider les choses. Je suis ouais, bah, enfin, ça, c'est une vision des années 80, quoi. Si vous auriez voulu faire un Cyberpunk, aujourd'hui, bah, ouais, il aurait fallu penser aux GAFAM, qui nous espionnent de partout et vraiment les réseaux sociaux qui sont omniprésents, mais Ouais. partout. Enfin, tu maintenant, tout le monde a Instagram et tout le monde peut t'envoyer un réel et t'imposer une trend ou te Mmh. monter un truc. C'est très, très compliqué maintenant d'y échapper. C'est clair. Je trouve que c'est Minority Report qui avait bien capté, cette idée d'anticipation. Il y a une scène notamment dans je sais pas si vous l'avez vu le film? Avec Tom Cruise? Ouais, ouais, je l'ai Ouais. vu il y a un petit Il y a moment, il y a une scène en particulier où j'ai l'impression que vraiment c'est tout ce qu'on a aujourd'hui, où c'est le héros traverse un couloir et en fait, l'écran publicitaire le reconnaît et en fait envoie des pubs, ciblées à la ah personne. ouais! Ah Et en fait, c'est purée! Ah vraiment oui. mon téléphone, tu vois? Il sait qui il est, il va lui dire: «Ah bah, achète les derniers baskets, truc-muche». Tout C'est comme ton téléphone, là, en ce moment, il me dit: «Achète les sauces piquantes, machin». Heu abusé, ouais, ouais, ouais. et le film est sorti en On y 2003, est. je crois. Ah Donc c'est vraiment là, pour le coup, c'est de l'anticipation qui a fonctionné. Alors ça marche pas avec des écrans géants dans des couloirs, ça marche avec un ouais, petit écran que tu gardes avec toi constamment, mais je trouve que ça a été bien je sais pas, je pense que Spielberg sur ce coup-là, il a capté un Il a eu truc, en tout l'idée, cas un de quoi. ses scénaristes, quoi. mais du coup, ça veut dire qu'on est en fait dans oui, dans une forme de dystopie ou alors, on a atteint, tu sais, un stade où la dystopie qui était dans des œuvres de fiction Oui, commence à on arriver dans la commence à on réalité. commence à être dedans. Moi, je vous conseille beaucoup, si vous avez l'occasion d'écouter, Bolchegeek sur YouTube est un excellent chroniqueur qui parle Ouais. beaucoup de Cool, pop ouais. culture, à travers un spectre, très de gauche, comme l'indique son nom et c'est hyper intéressant parce que, à plusieurs reprises, tu es là et tu te dis: «Oui, en fait, il y a certaines œuvres où, en fait, techniquement, tu es déjà dedans». Notamment, il a fait une chronique sur Sévrance il y a pas longtemps, qui était Ouais. très, très chouette, mais il en a fait plein sur d'autres séries, sur d'autres films, qui Ces sont chroniques fabuleux, pour quoi. l'humanité sont vraiment trop Ouais. bien. Ouais, ouais, ce qu'il fait pour l'humain, c'est super et sur sa chaîne perso aussi, c'est souvent des gros dossiers. Le dernier gros Aussi, dossier ouais. qu'il avait fait, c'était sur The Boys Ouais. où il expliquait comment ça se fait que, les fascistes ont pas compris que The Boys, c'était
pas fasciste, justement. Mmh. Et c'est hyper intéressant. C'est vraiment hyper intéressant. Mais bref, Son propos est super intéressant, ouais, c'est clair. on digresse peut-être un peu par rapport au sujet principal. Je ne sais pas, c'est toi qui as le contrôle, Nico. Oh, c'est moi qui ai le Tu as pris le senteur. contrôle de cette chaîne. Tu as le droit de sauter. Alors, moi j'ai une question. Tu nous as mis 2 images là dans le Discord. Oui, alors ce sont des Pictes. Ok. Théodore de Brie. Waouh. Yes, ok, d'accord. Ok. Attendez, je vais vous donner, d'autres images de Théodore de Brie. Si on compare, ah merde, mais je crois que Et ben ils sont plus tatoués que moi et plus colorés aussi. Ouais. et si on compare avec, par exemple, les représentations de natifs, américains, tu vois qu'il y a des, Oh, ils tu sont en vois train de manger des gens. oui, oui, oui. Et il y a un occidental au milieu qui est là qui fait non, mais qu'est-ce que vous faites? Oui. Non, mais c'est vrai, il est là, c'est n'importe quoi. Ouais, ouais, moi j'adore, c'est les gravures du XVIe siècle parce que ça raconte toujours plein d'histoires. Tu vois que Ouais, ça c'est fourmille clair. de détails Ça partout fourmille de et détails. Théodore de Brie, pour le coup, il est vraiment, vraiment top pour C'est ça. un très bon dessinateur. Mais c'est hyper intéressant, comme tu dis, la représentation que tu peux te faire sans jamais Mmh, avoir vu, de tes yeux vu ce clair. qui se passe. C'est juste, il y a un gars, il t'a dit ça. Moi, ce qui me fait marrer beaucoup, c'est les représentations des moines, médiévaux quand ils représentent des animaux. Ah C'est oui, hilarant. Je suis un compte Instagram où, parce qu'on y revient, où en gros, c'est un mec qui de temps en temps, il fait des stories où c'est genre: «Bah, voilà, je te passe des animaux, il faut que tu essaies de deviner ce que c'est». Et moi, je l'échoue à chaque fois. Enfin, je veux dire, ouais, c'est trop l'éléphant, on dirait un espèce de super bien. sanglier avec un gros nez. Enfin, c'est vraiment, c'est hilarant. Mais en Ah, même je temps, demande les de mecs, voir. ils ont jamais vu, tu vois. Il y a un gars, il le dit, bah ouais, c'est un peu comme un phacochère, quoi. Et du coup, il a Ouais, fait un c'est truc comme exactement ça, ça, tu en vois. fait. Tu vois qu'ils se basent sur des récits oraux, Oui, en c'est fait. ça. Et ils essayent tant bien que mal de faire quelque chose. Mais C'est pourtant, clair. C'est enfin, il y a des fois où ils ont pas d'excuses. Je pose mon casque, je vais vous montrer. On m'a offert pour Noël, j'ai une collègue qui m'a offert un calendrier de chat moche, de moine. Genre, Ah oui, oh ça c'est incroyable. un chamois de? Non, mais en fait, les moines, c'est pareil dans les gravures que tu peux avoir des chats. Je crois que c'est Manon Bril, une youtubeuse qui en avait fait aussi toute une vidéo de, bah, je vais mettre la webcam ouais, l'espace de quelques pourquoi instants. est-ce qu'on a du mal enfin les moines avaient du mal à représenter les chats et vraiment tu as toute une vidéo, je crois que c'est Manon Bril qui avait fait ça, OK. de chats, représentés par des moines et c'est hilarant. Voilà, regardez, c'est vraiment Oh, du trop délire. bien! Voilà, Oh, ça c'est c'est génial! février. Regarde, hop là, c'est une souris ça, hein. C'est une souris. Franchement, Voilà, hop là, c'est un chat évêque ça. Oh, il est trop oh, mais il est génial ce calendrier! Et il fait de la cornemuse. Non mais moi ce que je trouve dingue, c'est qu'ils ont absolument aucune excuse parce que Non, les chats, ils les connaissent. non, c'est clair. Et là, à chaque fois, c'est pas des chats, c'est des. Il y en a certains où ça va. Genre, bon, lui lui, il a un ça va visage pas. humain. Pourquoi pas, Ouais. tu vois? C'est un délire. Lui, c'est relativement ok. La queue est un peu trop fine, mais on fait peut-être un peu la fine bouche. Mais, hop, attendez. Voilà, là, on est en août. Lui, c'est mon préféré. Oh, il est trop bien! Il me C'est demande une souris, encore une fois. Alors, attends. mi-chat, mi-lézard ça. Micha, mi-lézard, exactement. Celui-là, c'est genre, tue-moi. Oh, oh ouais. Mais les poils sont bien faits sur celui-là, Les hein. poils sont bien faits. En fait, Ouais. si tu supprimes son visage, ça devient Ouais, OK. c'est Si tu clair. supprimes son visage, ça devient carrément OK. Et tac, tac, tac. Bon, là, en décembre, tu as un roi chat. Oh là là, Voilà. oh, il est génial. Il est incroyable. Mais bon, Mais voilà. Trop bien. C'est vraiment Ouais, marré. c'est mais J'ai trop hâte d'être en mars. mais du coup, ça me fait penser Tac. à 2 Ah, choses, voilà. Et lui, ça va, par contre. Celui de janvier, enfin, ah, ça il est va. mignon, Il est ouais. Ouais, mignon. il Moi, a j'adore la manière. Les souris, on dirait des mini chats, en fait. oui, On dirait un c'est chat qui clair. est en train de manger un mini chat. Un mini chat, mais ouais, c'est vraiment, vraiment drôle. En mode, ah. sur le même registre, je vous encourage à aller voir aussi la représentation des bébés. Ah. Ah oui, ouais, c'est des mini humains, ouais, Ouais, des et mini adultes. vraiment au Moyen Âge, même jusqu'à la Renaissance, Ouais, ouais. vraiment les bébés étaient Bah, des enfin c'est des des humains adultes miniatures. petits avec en fait avec des corps de bébé et c'est turbo flippant. Ouais, du coup, pour revenir sur les chats, il y a aussi les représentations des tigres, au Japon, pareil à la même époque, 16e, OK. 17e, où, ben, du coup, il y a pas de tigres à l'époque au Japon. Donc en fait, c'est des chats, mais pas en tigre. Ah! C'est très rigolo. Tigre Franchement, japonais. c'est sur les représentations des tigres à l'époque et il y a aussi, la gravure, très célèbre du rhinocéros de Albrecht Dürer au début du 16e
qui a été faite à partir d'une description orale. Et ça, c'est assez impressionnant. T'as une image? Une description écrite, ouais. Ah, je le connais, on l'a à la Oui, grotte, parce lui. que, du coup, de loin, ça ressemble vraiment à un rhinocéros. C'est Mais carrément un après, tu rhinocéros, vois, c'est c'est plein super de bien détails fait. qui vont pas du tout. Et Et c'est vraiment il l'avait jamais vu de il a jamais rhinocéros? vu, c'est une description C'est Waouh, écrite. génial, Ouais, une le mec est description trop franchement, fort. ouais, Albrecht, Mais ça, c'est Albrecht. hyper intéressant parce que je trouve que ça te montre que même quand tu fais une. Enfin, si t'as quelqu'un qui est bon en dessin et qu'on lui fait une très bonne description, il peut réussir à s'arranger à faire quelque chose. Ouais, Moi, ce que c'est j'explique clair. à mes visiteurs, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Charles, je bosse dans une grotte d'art pariétal. C'est qu'en fait, techniquement parlant, souvent, on va réduire en disant les gens ont forcément vu les animaux qui sont dessinés sur les murs. Mais en fait, mmh, techniquement, il n'y a rien qui te prouve qu'ils les ont vus. Genre, par exemple, à Chauvet, donc une grotte en Ardèche, tu as énormément de mammouths de représentés. Et en fait, les mammouths qui sont représentés sur les murs, ils sont tous représentés de la même manière. Je vais vous faire un petit schéma. Vous savez quoi? Regardez, je vais aller sur Paint et je vais vous montrer comment ils sont dessinés. Hop, Paint. Trop bien. Je fais ça en direct. Hop. Alors, Alors, les mammouths, donc, de la grotte Chauvet. Si vous me dites quand je vous suis êtes sûr que dessus, tu peux les dessiner ouais. les yeux fermés. ils sont dessinés comme ça. Ah, c'est Tu une vois? espèce de montagne, quoi. Ouais, et en fait, quand tu rajoutes la défense, parce que des fois il y en a qui ont la défense, bah, c'est évident que c'est un mammouth, tu vois, Mmh, dans la forme qu'il a. Mais là, t'es pas obligé de l'avoir vu dans la réalité. Ça peut simplement être un mec qui dit, bah, pour le faire, tu dessines comme ceci, une bosse et le dos. N'importe qui, je vous explique 2 secondes, vous arrivez à le faire chez vous directement. En fait, mmh. ce qui est intéressant, c'est que les mammouths, bah, il y en a pas en Ardèche. Ah Ah! ouais! Oh! Tu vois ce que je veux dire? C'est C'est qu'en comme le fait, rhinocéros de c'est Durham. exactement comme le rhinocéros de Durham. En fait, il y a la solution parce que les gens sont nomades, ils peuvent très bien partir au nord de la France, si ça se trouve, tu vois, c'est cette possibilité et ils voient des mammouths. Ou alors il y a un gars qui y est allé et qui leur a dit à quoi ça ressemblait et que depuis les mecs continuent de génération en génération à dessiner des mammouths de cette manière-là. Trop Les bien. deux solutions sont techniquement possibles. Donc c'est C'est pour ça que ton rhinocéros me fait beaucoup penser à ça parce que ça montre que finalement quand quelqu'un te fait une bonne description et que tu es un bon dessinateur, tu peux réussir à faire quelque chose de chouette. ah bah complètement, ouais, j'avoue, le point est valide, c'est trop cool, Merci. trop bien la démonstration. Alors, notre point 2, la représentation du futur est liée à une perception culturelle de la temporalité. Donc comme on l'a vu, en fait, c'est quelque chose de récent et de lié au développement des sociétés occidentales, la représentation du futur telle qu'on la conçoit. Mhm. En fait, nous, on a une manière de nous représenter le temps de façon linéaire, en partant du passé pour aller vers le futur avec le présent au milieu. Sauf que dans d'autres cultures, d'autres représentations du temps existent. Et imposer notre représentation de la temporalité, qui est loin d'être universelle, à un autre peuple, bah, ça a été utilisé notamment dans le cadre de la colonisation. Alors, il y a un livre que j'aime bien qui s'appelle The Indigenous Paleolithic of Western Hemisphere. Donc, c'est un Mhm. très très bon livre que je vous recommande. C'est une bonne synthèse à jour, je crois de 2021 ou 2022, des connaissances et problématiques sur la période paléolithique des continents américains, qui aborde le sujet avec un angle décolonial par l'anthropologue métis Cree, Paulette Steves, et qui précise que ben, l'histoire, en l'occurrence ici la préhistoire, hein, puisque le livre aborde le paléolithique, a été souvent écrit par des universitaires qui ont eu peu ou pas d'expérience directe des cultures ou des visions du monde autochtones. Or, dans de nombreuses conceptions autochtones du monde, ben, il n'existe ni passé, ni présent, ni futur. Il n'y a que aujourd'hui. Mhm. Et le temps est circulaire. Par exemple, les ancêtres qui sont passés dans le monde des esprits font toujours partie du quotidien des groupes humains. Et ils ont une influence actuelle, mais aussi dans le futur. Ils résident dans les mêmes lieux que les vivants, ils ont laissé des traces matérielles qui sont encore utilisées, et leurs récits sont inscrits dans le même paysage que celui des générations actuelles et à venir. Et les activités, les traditions, les cérémonies sont définies selon des cycles immuables, le jour, la nuit, les saisons, les solstices, etc. Et d'ailleurs, on peut aller plus loin parce que c'est quelque chose que l'on a également dans nos sociétés, qui mêle à la fois une forme de temporalité cyclique, on a par exemple les horaires de travail, le calendrier, les fêtes, etc., avec une conception linéaire de la temporalité passé, présent, futur. Dans l'un de mes livres de chevet, North America Before European Invasion, de l'anthropologue Alice Keogh, alors franchement, lisez-le, c'est une base
incroyable, hein. C'est un travail de synthèse qui aborde chaque région de l'Amérique du Nord et leur culture de la OK. préhistoire au XVIIe siècle, et le tout en moins de 300 pages, donc il y a vraiment Oh aucune waouh! excuse. Waouh! Donc donc dedans, on a un exemple de la tenue de winter counts ou de contes d'hiver. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je suis pas OK. sûr de la traduction en français, c'est une traduction maison. Donc, un winter count, c'est ça. Ah, je connais ça. Et du coup, les preuves matérielles et l'histoire orale permettent de faire remonter cette pratique chez les nations des plaines à au moins le XVIIIe siècle. En fait, il s'agit de registres qui sont tenus sur des peaux de bison ou alors d'autres matériaux périssables, avec des marques et des dessins pour chaque événement marquant de l'histoire d'un groupe humain. Alors, du coup, sont ainsi consignés des batailles, la tenue de camp, des noms de figures importantes, la mort des chefs, les épidémies, les étés de sécheresse, les hivers rigoureux, etc. Et du coup, en fait, ça donne des sortes d'archives qui sont tenues parfois sur plus de 100 ans et qui sont utilisées comme des moyens mnémotechniques pour raconter l'histoire d'un groupe. Dans les Winter Counts, on remarque aussi que plus la colonisation progresse et plus les événements cycliques sont perturbés, avec par exemple des épidémies en dehors des saisons habituelles, des Mmh. déplacements forcés, des accumulations d'événements désastreux, ce genre de choses. Ça me rappelle aussi, je vais faire un petit aparté, les bâtons de comptage. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un bâton de comptage. C'est un bâton pour compter? C'est un moyen, ouais, tout à fait, bravo. En fait, ça c'est quelque chose qu'on retrouve Nul. un peu partout sur la planète, OK. depuis la préhistoire, jusqu'au XXe siècle, je Mmh. crois, dans quasiment toutes les cultures, du monde, où en fait, c'est un bâton où il y a des encoches qui sont faites Ah oui. pour se remémorer, soit des contes, soit compter des trucs, soit se remémorer des informations, importantes. Et ce type de bâton, en Sibérie, chez les chamans, je me rappelle plus de quel peuple, en fait, ça sert de repère où chaque encoche agit comme aide-mémoire pour raconter, dans un certain ordre, les différentes étapes d'un récit ou d'un mythe. Et ça, je trouve ça C'est fascinant. hyper génial. C'est génial. C'est absolument génial. Et là, pour le coup, on a des preuves ethnographiques, mais si ça se trouve dans le passé, il y a peut-être d'autres cultures, ou à la préhistoire, enfin, c'est un truc tout simple, tout bête Ouais. et c'est quand même dur à deviner le rôle du bâton, quoi. Bien sûr, ouais. Bah, de toute façon, en préhistoire, nous, on a déjà ce qu'on appelle le bâton percé, où en gros, c'est un bâton Mmh, percé et personne ne sait à quoi ça sert. c'est Donc clair. c'est hyper intéressant. Je rebondis aussi sur le Plain Winter Count, où à Confluence, en ce moment, il y a une expo sur les épidémies. Et notamment, Oh! il y a un truc comme ça qui est exposé, c'est une version plutôt aztèque, je crois, il me semble, et où tu vois vraiment que tout d'un coup, ils sont malades. Ah ouais. Il y en a un, il est en train de cracher du sang, il a des trucs de lépreux, et puis après, il meurt. Et au milieu, tu vois des mecs en armure avec des guns qui sont dessinés. Et c'est vraiment hyper intéressant parce que tu vois vraiment la progression des Espagnols au fur et à mesure. C'est un codex? Sur le calendrier, ouais, c'est un codex, ouais. C'est hyper intéressant. Enfin bref, je te rends la Oh parole. non, mais t'inquiète, hein, on est là pour, échanger. On est là pour Autre discuter, hein. autre exemple, dans un article un peu ancien, qui est plus vieux que moi, qui date de 1990, Oh! le préhistorien Henri Petitjean Roger soulève un point intéressant sur la perception du temps, justement en Mésoamérique, mais surtout dans les Caraïbes précolombiennes. En fait, pour la période du contact et des problèmes de communication qui résultent de visions du monde entre des cultures différentes, il oppose un discours espagnol qui est situé sur le registre et le temps profane à celui des Taïnos, des Bahamas et des Grandes Antilles, qui se situeraient dans le temps du mythe. Alors pour ça, en fait, il se base sur l'ethnologie et sur les informations très parcellaires des quelques sources écrites. Alors il n'y en a pas 50 hein, sur le contact avec les Taïnos. Je rappelle qu'il y a les textes de Bartolomeo de Las Casas, qui Mmh. inclut sa retranscription du journal de Christophe Colomb, et une traduction italienne du texte du moine Ramon Panet. Et c'est tout. Et d'ailleurs, je vais me permettre un nouvel aparté avec une anecdote que vous jugerez à quel point c'est amusant ou pas. OK, vas-y. En fait, il y a une romancière qui vient de sortir un livre de fiction sur les Taïnos, donc une sorte de roman OK. historique.
Alors, j'ai lu que le résumé. En gros, j'exagère à peine, c'est une histoire d'amour entre une chamane, c'est noté comme ça hein, dans le Oh là là. résumé, excusez-moi, une Ok. chamane taïno du nom de Taïna, donc oui, ça va pas chercher très très loin, Waouh. qui est amoureuse d'un Espagnol qui faisait partie du premier voyage de Christophe Colomb. Et cet Espagnol, Diego, je crois qu'il s'appelle, il découvre que ce peuple n'est pas constitué de sauvages, mais qu'ils vivent en symbiose et en harmonie avec la Avec nature, la nature, bah contrairement ouais. Waouh. aux Espagnols qui apportent la violence et la Les destruction. salauds. Elle a pas réécrit Pocahontas? Alors attends, parce que le roman, il a l'air de se vouloir réaliste et Ah prend le oui. contre-pied des récits coloniaux, mais aussi des histoires un peu à la Pocahontas. Même si, je suis d'accord avec toi, en fait, je comprends pas pourquoi en lisant le résumé. Ça s'appelle comment ce bouquin? Il s'appelle Sauvagerie au pluriel. Mmh. Alors, je pense que l'objectif en soi, il est louable, mais on peut quand même craindre une avalanche de clichés. Mais du coup, je me suis interrogé, parce que en vrai, si c'est bien fait et que c'est bien sourcé, ça peut être un bon roman. Et dans le doute, bah, j'ai pas acheté le livre, j'attendrai de le lire gratuitement. Mais, mais j'ai lu des interviews de l'autrice. Et là, dans ces interviews, elle parle de ses sources. Et du coup, en fait, il y a vraiment de quoi avoir peur. Ah merde, Aïe, 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 c'était aïe, aïe. pas Ramon Pané? En fait, Eh, elle mentionne pas du tout l'archéologie qui pourtant nous a apporté énormément de connaissances sur les populations autochtones des Caraïbes. Mais elle a dit qu'elle a lu tous les ouvrages écrits par les Espagnols de l'époque. Alors ça peut paraître impressionnant dit comme ça, mais comme je vous ai dit, il y a que 2 bouquins en Bah fait. oui. Il y a que celui de Las Casas qui, même s'il est très utile historiquement parlant, bah, véhicule de manière assez précoce les clichés du mythe du bon sauvage, mais aussi des infos qui sont contredites depuis par la recherche contemporaine. Et le deuxième livre, du coup, c'est celui de Ramon Pané, qui, s'il a une vraie valeur ethnographique, nécessite quand même une bonne prise de recul pour en tirer quoi que ce soit, pour en faire de la fiction, je pense. Mais du coup, sans se baser sur des travaux anthropologiques et archéologiques récents, ben, il faut s'attendre au pire recyclage de 500 ans de clichés, je pense. Et ouais. Alors par contre, je peux faire une promesse, c'est que si je chope le livre, je veux bien me Critique. dévouer pour en faire une Ah, critique. Et Ah, à c'est mon ça avis, c'est bien ce bien. sera... en faire une critique. Eh bah écoute, Franchement, tu me dis quand c'est. c'est ton anniversaire, tu me redonnes les références et je te l'offre. c'est le 15 mars, c'est très bientôt. Alors, Ah. franchement, garde ton argent. Ça coûte Oh, quand même t'inquiète. 21 balles. Hein. Ouais, parce que je pense que ça va être une excellente occasion en fait de démonter calmement des clichés. Mais en attendant, ce que je peux faire, peut-être pas maintenant parce que ça va prendre du temps, c'est que je peux exercer un pouvoir de divination. Oh. Sans avoir rien lu du roman, actuellement, je suis persuadé que je peux prévoir presque 100% de ces clichés. Ah ouais. En vrai, j'ai très envie de Franchement, faire vas-y, j'ai envie. j'ai très envie de me faire Donne-nous au moins démonstration. 3-4 Un clichés, petit tu vois. pronostic. Non, franchement, je préparerai ça, mais j'ai très très envie de faire la démonstration. Non, bah, au moins, franchement, moi j'ai trop envie que tu sois. Ok, Je veux la un ou vision du deux, futur. allez. Ah Ok. ouais. Un ou deux, Le- trois, les alors, trois majeurs. Les trois majeurs. alors, Toujours une 3 trilogie. majeurs. Je me concentre. Dedans, et c'est quasi sûr à 100%. Et je rappelle aux téléspectateurs, aux auditeurs, aux auditrices que j'ai pas lu le livre, mais je suis persuadé que les Taïnos seront un peuple pacifique qui ne connaît pas la guerre et qui subit les raids des terribles Kalinago qui doivent être appelés Caribes. Je suis sûr aussi qu'ils sont appelés Caribes dans le livre. Ou Cannibas, ou Cannibal. À mon avis, ça va être un truc comme ça. Ok. Dedans, Merci parce que grâce à toi, j'ai les refs en fait. Hein. t'as les rêves de... De tout ce que tu racontes. Ah oui, Parce que merci. j'ai ces anciennes chroniques en tête, donc je capte ce que tu veux dire. Merci. Bah ça, en vrai, c'est les clichés de... En vrai, y a pas... Le secret, c'est que c'est les clichés de Bartholoméo de Las Casas. Bah oui, c'est ça, mais. C'est vraiment ça, et de Christophe Colomb. Ah oui, si. Je pense que dedans, les Taïnos vont être décrits comme beaux, élancés, athlétiques, pas de très grande taille, mais genre qui sont... Tu vois, une sorte d'uniformité de beau corps ou de choses comme ça. Ok. Et troisième cliché... Enfin, le problème, c'est que du coup... je passe tellement du temps à démonter les clichés que c'est compliqué d'essayer de remonter les clichés. De prévoir les Ah potentiels si. clichés. Ok, autre chose. Vas-y. Je pense que
ça va être en mode un peu, ça va être dans la nature, un peu, tu vois, comme, quand tu vois les sociétés amazoniennes, de la forêt amazonienne actuelle. Ouais, Mmh. ouais, Ça, OK. c'est un cliché assez intéressant, un il y a un auteur, un journaliste que j'aime bien qui s'appelle Charles Mann, qui appelle ça l'erreur de Holmberg, je crois, et c'est OK. trop, trop intéressant comme truc. C'est, en fait, la manière dont on se représente, les populations, autochtones. En fait, on a l'impression, enfin, c'est pas une impression, c'est genre, l'image, un peu populaire, c'est que on les voit comme si elles étaient éternellement bloquées, dans un passé constant, en fait. Tu vois que leur temps n'évolue pas. Alors qu'au final, Ouais. ce qu'on voit, c'est genre l'aboutissement d'une succession d'événements qui fait que des populations se retrouvent, par exemple, isolées. Et Mmh. c'est et une succession d'événements qui est due à la colonisation, en fait. Et c'est assez intéressant à se rendre compte. C'est vraiment flippant, hein, parce que du coup, en fait, tu vois que des populations qui sont presque réduites à l'état de reliques et qui sont obligées de survivre, dans la Ouais, nature, dans alors la nature, ouais. qu'avant elles avaient, bah, des champs, des C'était routes. florissante. C'est ça, Une c'est technologie avancée. une technologie avancée, des aliens. Les aliens, voilà, quand les aliens vont revenir, ils vont pas être contents, hein. J'ai Ah, vu tout ce qu'ils ont fait pour les Mayas, franchement, quand les prédateurs vont revenir, ils vont leur demander: «Bon alors, c'est clair. nos aliens, ils sont où pour qu'on s'entraîne?» et ils vont voir qu'ils sont plus là, Donc voilà, ça va mes tarder. prédictions, je pense qu'elles vont être, à mon avis, elles vont être justes. Je suis sûr à quasi 100 quasi 100 qu'on va avoir des trucs comme ça. Eh ben, je suis bien curieux. Moi, j'aimerais Et rebondir sur un truc, je sais pas si tu m'autoriserais, ouais, parce que je veux repartir sur le Plain Winter Count et sur la notion de temporalité vas-y. de Après, il faudrait certains que je peuples. revienne aussi sur Henri Petit-Jean-Roger, que j'ai toujours pas fini. OK, ça marche. Pardon, Non, parce que vas-y. je vais encore parler une fois de plus de mon expérience, mais c'est vrai que Yes. dans nos sociétés judéo-chrétiennes, il y a toujours cette idée il y a un fait, il se produit une fois et après on avance. Tu vois, quand tu Mmh. regardes la Bible, c'est genre, il y a la création, puis après il y a ci, puis après il y a ça, puis après il y a ça, puis après il y a ça. Et c'est vrai que Jean-Luc Lequelec, qui est un ethnologue, du coup, qui étudie beaucoup les mythes, explique la chose suivante, c'est que dans beaucoup de cultures, certains rites doivent être refaits pour pouvoir renouveler. Le monde n'est pas créé une seule fois, il est créé systématiquement via différents rituels qui sont pratiqués par les populations. Et c'est vrai que c'est une manière très occidentale de se dire, bon voilà, c'est fait, et maintenant on avance, et on va vers forcément le mieux, le plus haut, le plus ça, etc. Il y a moins cette Mmh. notion de cycle et de rituel. C'est clair. Notamment ce que dit Le Québec, c'est que dans le cadre de l'art pariétal au Paléolithique, il y a une potentialité pour que peut-être les dessins dans les grottes soient faits dans ces buts de rituel de renouveler une part de la nature. On peut être Ah d'accord bah ou ouais, non avec, moi je suis pas ouais. 100% d'accord, mais l'idée est L'idée intéressante, je est trouve. bonne, ouais, c'est clair. Ouais. Du coup, je vais, à moins que Charles, tu voulais, dire quelque chose? Non, non, mais ouais, enfin, j'allais dire, moi, je pense qu'on pourrait aussi étendre, en fait, cette représentation de donc continuité, c'est vraiment sur, toutes les religions qui se basent vraiment sur l'Ancien Testament, mais pas que, Ouais, parce sur que, le livre, enfin, ouais. il y a aussi, si on pense aux croyances vikings aussi, il y a un peu ça de ce côté de, tu arrives sur terre, tu vis ta vie, tu meurs, tu vas au Valhalla et puis après tu attends le Ragnarok, la fin du monde et Ouais, qui est, c'est vrai. peu ou prou les mêmes représentations que tu peux avoir dans les croyances de l'Ancien Testament, que tu as ta vie, enfin l'avant la vie où il y a Dieu qui crée quelque chose, Ouais. et puis après tu as une continuité et la fin où tu meurs et tu vas au paradis, Mm. jusqu'au jugement dernier et c'est vrai qu'on n'a pas cette représentation, en tous les cas, du temps, cyclique. Après, à ceci près, dans les traditions scandinaves, en tout cas d'après ce que explique Snorri Sturluson, tu as quand même une notion de cycle où normalement, si je ne m'abuse, avec mes vagues souvenirs, à la fin du Ragnarok, ça recommence. Normalement, oui, je crois que Il me c'est semble. Donc du ça. coup, c'est rigolo parce que tu as un peu les deux en un où effectivement tu meurs, t'attends, puis après tu as le jugement dernier, sauf que bah, c'est Ah. pas fini et ça recommence complètement derrière. Là où dans les sociétés judéo-chrétiennes, ouais, une fois que c'est fini, finito les pépitos, Ouais, un Mmh. quoi. peu, c'est ouais, Lucifer a gagné et ensuite nous donne des gens, qui n'arrivent pas à choisir entre un prénom entre, Jean, Charles et Roger.
Et donc, du coup, toi, tu venais de parler de Petit Henri, c'est ça? J'ai pas compris. Non, 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 c'était en fait, c'est, un auteur, ben, enfin, c'est l'anecdote que j'ai commencé, après je suis parti Ah, ok, sur, pardon. en fait, enfin, j'ai pas tant bien construit que ça, ma C'est avec complètement décousu, ça, Nico, tu n'as pas honte? Ah, voilà. du coup, ouais, donc Henri Mon jeu de Petit-Jean mots Roger qui est préhistorien, spécialiste des Antilles. Donc en Mmh. fait, il se base sur les recherches de Claude Lévi-Strauss, heu, touc touc touc, pour dire que, ben, dans la pensée taïno, en fait, se réfère constamment au mythe et à, son temps si particulier puisque, en fait, les événements qui sont, censés se dérouler à un moment du temps forment aussi une structure permanente qui se rapporte simultanément, ben, au passé, au présent et au futur. Et cette façon d'appréhender la durée, ben, induit une notion de temps qui n'est pas du tout compatible avec, celle des Européens. Le temps, qui se répète de manière cyclique, avec des séquences qui se ressemblent ou reviennent, fait que la connaissance du passé conduit à celle du futur. Et c'est aussi pourquoi, par exemple, dans les chroniques, aztèques, les événements sont rapportés tantôt au passé, tantôt au futur, sous la forme de prophéties. En fait, la prophétie et l'histoire se mêlent, ce sont exactement les mêmes choses. La prophétie est enracinée dans le passé puisque le temps se répète. Et si on se OK. place du point de vue du contact, dans la conception taïno d'un temps circulaire, la venue d'étrangers, c'est pas quelque chose de surprenant ni d'exceptionnel. En fait, c'est même quelque chose de normal et d'attendu, puisque c'est déjà arrivé dans le passé. Et donc, on est dans l'attente que ce type d'événement se reproduise à l'avenir. Alors quand je dis que c'est arrivé dans le passé, c'est que l'arrivée d'étrangers, ça peut être, ben, des raids ennemis, ça peut être la venue de marchands, ça peut être des Espagnols pilleurs de richesses, ça peut être tout ça en fait. Il s'agit de la même chose et les populations sont prêtes à ce genre de rencontre dans le Eh oui. sens où c'est quelque chose d'envisageable dans leur conception du monde, qu'il y a des sortes de rituels et de processus dans ces cas, contrairement à notre conception européenne où, ben, du coup, dans ce cas-là, on est dans l'improvisation, on est dans le rapport de force, ce genre de choses. Mmh. D'autant plus que si on prend le contexte général, au niveau des Caraïbes, ben, les établissements humains, sur les îles, c'est des pivots d'échange. Ça brasse des populations, différentes, c'est au centre de réseaux extrêmement étendus et développés depuis des milliers d'années. Donc en fait, des étrangers qui débarquent, quelque chose qui est très courant. Et pour creuser un peu tout ça, je vous recommande, je vous mettrai en lien un article de l'anthropologue, Jeffrey Anderson à propos de la conception traditionnelle du temps et de la temporalité chez les Arapaho du Nord, donc c'est une nation des plaines d'origine algonquienne OK. et l'impact de la colonisation sur leur conception du temps. Alors ça reprend un peu des principes qu'on a évoqués, et pareil que tu as évoqué Marc, c'est vrai que j'ai oublié de citer Jean-Loïc Lequelec, mais il aurait eu tout à fait sa place, T'inquiète, hein, dans ce point. Mais en fait, ça permet d'aller encore plus loin. Donc alors malheureusement, c'est une étude qui fait 34 pages, donc ça prendrait une chronique entière juste pour en parler correctement. Donc je mettrai juste ça en biblio. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres idées de conception du temps, ben, différentes de la manière dont nous on l'envisage? On en a un peu parlé, mais On a un si peu vous parlé, avez c'est vrai, au milieu de ton intervention. Moi, là, comme ça, j'en ai pas qui me viennent. C'est vrai que j'avais en tête les 2 que j'ai cités, vis-à-vis des notions de mythes et cetera. Mais non, toi, Charles, tu as des, Non, je dois avouer que, enfin, à part les mythes, indo-européens, j'ai pas forcément trop d'autres connaissances et c'est pas non plus des choses que j'ai beaucoup creusées donc des représentations si différentes, j'en ai pas. Après, je pense qu'on peut voir, peut-être aussi dans la, nous, dans notre, enfin, dans notre imaginaire et peut-être dans la science-fiction ou même dans mmh, des œuvres de littérature. Je pense qu'on a eu des œuvres où on s'est dit, bah, que finalement tout devait être cyclique. Alors je ne sais pas, mais je crois que le film The Arrival où, c'est l'arrivée oui, tout à de fait, ouais. Denis Villeneuve, il se représentait justement cette race, d'extraterrestres qui, bah, n'a pas une représentation déjà des mots, comme nous, mais aussi du temps et qu'eux avaient une représentation du temps très cyclique. Mmh. Et ce qui OK. est hyper intéressant dans The Arrival, c'est que le propos, c'est de dire que c'est la langue qui influe sur ta vision du temps. Et ce que je Mmh, trouve hyper intéressant, parce que tout ce que nous a dit Nico depuis le début, c'est que finalement, la culture influe sur la vision du temps. Et s'il y a bien quelque chose qui fait partie intégrante d'une culture, c'est la notion de langage. la langue, ouais. Donc c'est hyper intéressant moi, The Arrival, quand je l'ai regardé, j'ai été sidéré. Le film est Ah ouais, excellent, hein. il est Franchement, vraiment Il est très bien. vraiment très, très bien. ouais, C'est ouais. un film qui a inspiré mon premier tatouage d'ailleurs. OK, Oh, d'accord. cool.
Pour les auditeurs qui préfèrent la VF, c'est Premier Contact, du coup, en VF. Hein. Premier contact, ouais, voilà, j'avais plus Non, le non, nom. t'inquiète, moi aussi, pas de souci. Denis Villeneuve, qu'on embrasse, même s'il écoutera jamais ce podcast, bien évidemment. Si tu nous écoutes, Denis, Si tu nous écoutes, on Denis, pense à voilà, toi. abonne-toi, s'il te plaît. On dit des choses vachement intéressantes. Moi, il y a une notion de temporalité que je trouve très intéressante aussi, même si c'est pas vraiment une idée de circulaire. Encore une fois, je vais me fier à ce que je connais et aux études des différents ethnologues, mais c'est que le Québec avait mis en place avec d'autres scientifiques l'idée de créer un arbre phylogénétique des différents mythes Mythe. que tu vas retrouver un peu partout dans le monde et pour pouvoir en retrouver les différentes origines. Et je trouve que c'est hyper intéressant dans cette notion de temps parce que ça montre que dans la temporalité de l'humanité, il y a vraiment une transmission quand même qui se crée via d'une part l'oralité et du coup parfois on se retrouve avec des gens qui vont avoir des mythes en commun alors même qu'ils sont pas censés se connaître du tout à la base. Et ça montre bien que l'humanité a cette force cette puissance d'oralité et de transmission quand même, qui, Qui est fou. malgré le fait qu'on n'ait pas tous la même notion du temps, continue quand même d'exister. Et je trouve ça chouette. Transcende. Et tu avais la même chose. Bah, du coup, je crois que c'est un des élèves de. Je sais pas si lequel qui était pas deuxième auteur ou quoi. Tu sais, quand j'avais parlé à un moment des chiens, et il y Ouais, a il y a une phylogénie du coup bah, des mythes associés aux chiens aussi, ouais. qui agit un peu tu sais, comme un mode d'emploi Oui, c'est ça, ouais. Ouais. et ça, je trouve ça super intéressant parce que pareil, tu peux remonter à des temps, enfin, c'est incroyable, c'est juste incroyable et c'est quelque chose qui est commun à bah, toute l'humanité. Ouais, Les ouais, humains c'est sont allés vraiment ouf. partout avec des chiens, enfin, c'est incroyable de se représenter ça, je trouve ça fascinant. Ce qu'on va Ouais, retenir de ce podcast, c'est quand même que l'humanité a grandi avec des chiens et des chats, hein. oui. C'est clair. Mais le chien en Et des premier. bébés moches. Le chien en premier, ouais. Le chien en premier. Je suis team chat, mais le chien en premier, plus utile pour la chasse. Ouais. Mais par contre, je digresse, hein, bah, pareil, je balance du Non, savoir, t'inquiète. parce que la confiture, c'est comme le savoir, on l'étale plus, etc. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que dans ce mode d'emploi de chien dont tu parles, on se rend compte au niveau des traces archéologiques qu'il y a une première domestication du loup qui est faite en Europe occidentale aux alentours de 30 000 ans à peu près, mais que cette première domestication n'a rien à voir avec la domestication du Proche-Orient à 15 000 ans. Puisque c'est pas la même espèce qui est domestiquée, mais que les proto-chiens d'Europe occidentale n'ont rien donné par la suite. Donc en fait, on est face à une domestication qui a littéralement échoué dans le temps, puisqu'on a arrêté de la faire, et qu'ensuite on va réessayer en utilisant une espèce plus docile de canidés. Et là, ça a marché, ça va donner à peu près tous les canidés, enfin tous les chiens, pardon, qu'on connaît aujourd'hui en 2025. C'est Mmh. ouf. Donc je trouve ça fascinant. Les mecs ont essayé une première fois, et après il y a d'autres gens. Est-ce que c'est les mêmes ou pas? On ne sait pas en fait. On Parce sait pas, et puis avec les toutes ces périodes, transmissions, c'est est-ce que clair. c'est deux groupes différents qui ont essayé la même chose en même moment? Ou est-ce que c'est la transmission de gars qui ont dit hey, il y a des mecs là-bas, ils ont essayé ça, peut-être qu'on pourrait essayer avec ce chien qui est ici. Et je trouve ça incroyable. La dimension temporelle, elle est monstrueusement Ouais. grande. Et c'est comme les récits ou de domis comment on dit? Le fait D'apprivoisement? d'apprivoisement, bah, de renards ou d'autres types de canidés ou ce Ouais, genre de choses, ou quand tu ouais. retrouves des renards dans des tombes d'humains, tu te dis: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est Ouais, ce micro événement là qui a pas duré c'est. dans le temps?» Mais il y a des gens qui ont eu des idées incroyables! Mais oui, Mais mais est-ce que carrément. c'est vraiment une idée ou est-ce que c'est pas juste le renard qui s'est glissé au dernier moment dans la tombe et que malencontreusement il a été enterré là? Non, non, alors pour le coup, tu as au moins 2 tombes, tu as une qui est au Proche-Orient et une qui est, en Amérique du Sud, mais je sais plus du tout, je sais plus du tout en détail, mais où tu peux associer des sépultures humaines à des renards, OK. et ce serait volontaire. En tout cas, c'est dans la même Mmh. couche, stratigraphique. Donc ça veut dire que ça a été enterré plus ou moins en même temps, à peut-être, quelques années Ouais. près. Peut-être qu'après on n'exclut pas, oui, qu'il y a un renard qui est creusé à ce moment-là et qu'il soit mort, mais ouais, mais du coup, c'est assez Mais intéressant. c'est ça qui est J'ai dit passionnant dans, C'est ça qui est dans, passionnant, ouais. dans la j'ai notion de dit la temporalité où tu vas. Moi, j'adore les micro-événements comme ça, où tu vas avoir parfois, genre. Moi, je pense à un site, c'est Donny Vesnovice en République tchèque, où les mecs ont inventé la poterie 27 000 ans plus tôt, quoi. Ah Euh, ouais. et c'est dingue. Les gars ont des fours de poterie néolithique, mais c'était il y a 27 000 ans, alors que le néolithique, c'est 10 000 ans. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, déjà, comment ils en arrivent à faire ça, puis ensuite, pourquoi ils le perdent, et pourquoi il faudra attendre 10 000 ans pour pouvoir récupérer la technologie ailleurs.
C'est que Ouais. des points de détail qui sont En fait, hyper, hyper tu sais intéressants. c'est le même souci. En fait, on a une représentation linéaire de la Linéaire, de la pas du technique. tout. Alors que pas du tout! En fait, Non, c'est une vision c'est une c'est une vision spatiale qu'il faut se ouais, c'est représenter. c'est c'est La une les c'est les c'est tec une oscillation en fait, avec c'est des comme un marges d'erreur. électrocardiogramme, c'est ça. Tu as des gens, des fois, ils ont besoin d'une technologie à un instant T et OK. après ils en ont plus besoin et ils la perdent et donc du coup, ils Ouais, arrêtent de la ouais. transmettre. La Mais théorie de Don Livesnoïd-C, c'est que les gars sont des proto-sédentaires, que visiblement ils avaient assez de ressources, donc ils se sont arrêtés et du coup, forcément, ils ont expérimenté des trucs et après, au néolithique, les gens sont par définition sédentaires et donc du coup, vont, expérimenter aussi l'argile et du coup, là, pour le coup, vu qu'on va rester sédentaire, ça va rester. Et encore une fois, le néolithique, c'est pas universel. Enfin, c'est, Non, du tout. Il y a la encore ouais, des non, gens non. aujourd'hui qui sont civilisation et tout nomades, ça, donc c'est pour ça. Je pense que c'est bien, ouais, d'avoir une vision un peu spatiale et du coup, ça rejoint Mais vachement pareil, le je sujet, me c'est cool. permets de rebondir oui. sur Oui, ça, pardon Charles, vas-y. on a aussi, le coup de, en fait, moi, j'ai une thèse autour de l'innovation et Ouais. en fait, dans l'innovation, on parle aussi beaucoup du moment, en fait, pour lancer ton idée, pour la partir parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui, on dit: «Bah, ouais, en fait, c'est sorti, mais 20 ans trop tôt, c'est tombé dans les placards» et pour moi, le meilleur exemple pour ça, c'est la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, Mmh, c'est Mmh. vraiment quelque chose de pas, si récent que ça. Je crois que OK. le 1er dispositif vraiment de réalité virtuelle doit dater de 1920, enfin quelque chose dans le genre. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, Ah ouais, non, mais alors c'est pas putain! réalité virtuelle comme on s'entendrait, mais Ouais. on tu as déjà le côté de t'immerger complètement, en fait, d'avoir une Waouh. Ouais, projection bien sûr. quasiment complète autour de toi et après il a fallu attendre, je crois que c'est, 1950 ou 1970, Mmh. alors faudrait Ah que je ouais. vérifie, mais tu as ce dispositif-là qui est très impressionnant, qui s'appelle l'épée de Damoclès. Pourquoi OK. ça s'appelle comme ça? C'est parce que tu as vraiment en fait, au-dessus de toi, tout un dispositif électrique pour te diffuser en fait, bah, comme dans un vrai casque de réalité virtuelle et tu as cette impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de toi. Mais vraiment tu as ce Mmh. côté de, bah, l'innovation elle est arrivée trop tôt et du coup, Ouais. bah, ça, on n'a pas enfin moi je me représente très bien de part de en fait d'avoir étudié l'innovation récente que, bah, ouais, tu peux avoir des innovations, tu as la bonne idée à un moment mais cette bonne idée ne correspond pas en fait à Ouais. ton environnement culturel ou même à répondre à tes enjeux, enfin aux enjeux de ton environnement et du coup Bien au sûr. néolithique, bah, ça peut être, bah, en effet ils ont inventé la poterie parce que, bah, ça ils ont eu la bonne idée de Mmh. conserver de la viande, des aliments, Ouais, ça dans répondait à un enjeu de l'époque, quoi. ouais c'est ça et puis à un moment, bah, il y a eu moins de ressources, à cet endroit-là et ils sont revenus à des savoir-faire qui maîtrisaient et qui étaient beaucoup plus sur, bah, d'être, nomade et Bah, ouais, d'abandonner la poterie Complètement, sur ouais. comme, bah, Complètement. l'erreur de Holmberg, hein, quand on Oui, voilà, c'est les ça. civilisations Que sont pas que fixes. comme tu viens de dire. C'est Mais clair, je c'est trouve ça exactement ça. hyper passionnant ces histoires C'est très de intéressant. d'innovation. Parce que souvent on a l'impression que il y a des inventions qui sont récentes alors qu'en fait elles le sont pas du tout. C'est Mmh. juste on l'a oublié et notamment j'ai un truc qui me vient me popper à l'esprit, mais pour vous le cinéma c'est inventé quand techniquement? C'est Le les frères concept? Lumière. C'est Non, les c'est pas frères Lumière, ouais, c'est Bah, assez normalement, c'est les frères Lumière, on est tous d'accord avec ça. Ils ont inventé le cinématographe. Mais en fait, le ouais. concept même du principe du cinéma, à savoir d'avoir 24 images en une seule seconde, donc en fait d'avoir du découpage image par image, bah en fait ça date du Paléolithique. mais OK. non. Puisqu'en fait, quand tu vas dans une grotte, tu vas pas avoir 24 images en une seule seconde parce que c'est impossible techniquement parlant. Mais à Mmh. Chauvet, quand tu as des successions d'animaux qui sont les uns à côté des autres et qui vont dans une direction, en fait, nous, on va le regarder aujourd'hui avec une lumière électrique statique qui te monte la fresque en entier. Mais à l'époque, c'est pas possible. Tu es obligé de la regarder avec une source de lumière de type feu de petite taille. Donc ça veut dire que quand tu passes devant, tu as une notion de mouvement qui rentre en ligne de compte. Ce qui fait que c'est Ouais. techniquement une forme de proto-cinéma, mais réalisé il y a 36 000 ans. Waouh! Et ça, c'est hyper Mais intéressant. C'était Karim Debache qui en parlait, notamment, si vous connaissez pas, je vous conseille Crust. Et il en parlait c'est dans Chroma, il me semble, où il expliquait que le cinéma, techniquement, tu peux le faire remonter au Paléolithique. Le concept. Ouf. Mais il y a d'autres exemples, que je attends, parce que du Que coup, Chauvet? enfin que Chauvet, oui, où tu as des successions. Chauvet, t'as vraiment, c'est vraiment un gros pôle de mouvement. La plupart des dessins, OK. tu peux les faire bouger. Ah T'as beaucoup ouais. de découpage image par image. Mais t'as aussi, putain, merde, une grotte dans le Gard. OK. C'est pas la grotte de la Marche. Putain, j'avais Bon, tu envie d'y sais, aller en tu plus peux dans rien cette avoir, grotte. donc je connais pas. Je pourrais vous dire n'importe quoi. Dans la grotte de la Marche, t'as des visages. Grotte, Gare, Lyon. C'est pas la grotte de la tête de lion, ça c'est pas dans le Gard. C'est dans l'Ardèche. Du coup, ouais, il y a d'autres Ah, c'est exemples. Baume-la-Trône. Ah, Baume-la-Trône. pardon, OK. pardon.
Baume Latron, c'est ça. Je m'en souviens. Baume Latron, tu as des grosses notions de mouvement avec des trucs qui sont très ondulés. Vous pouvez aller googler si vous voulez. Attendez, je vous mets le lien Google vite Oh, dans le Discord. Hop, tac. Baume Latron, c'est très joli et c'est fait avec oh, super de l'argile. stylisé. T'as vu, c'est hyper stylisé. C'est Et trop t'as cool. notamment Cthulhu qui est dessiné à un moment Oui, donné. Je sais pas ouais. si vous l'avez vu. Le Oui, voilà, il monstre est là. spaghetti Le volant. monstre spaghetti volant. Et en fait, ça, c'est un mammouth. Oh, Ils ont D'accord. déterminé que c'était un mammouth qui bouge dans tous les sens avec sa trompe. Et donc, wow. du coup, c'est vraiment un principe de découpage image par image. T'as les lions qui sont en train de le faire chier autour. Oh, c'est Et là, quand tu le regardes en statique, bah, t'as juste l'impression de voir un grand ancien sur un mur, ce qui te ferait douter de la réalité. Mais en fait, c'est un mammouth. Voilà, cette grotte, je suis deg. Je devais génial. l'avoir, on devait l'avoir cette année. Et puis finalement, mes patrons ont dit non, 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 on va faire une formation à la con pour savoir quelle couleur vous êtes. Oh non. Et voilà. Et du coup, Quel tu es de quelle enfer. couleur? Et bah écoute, je suis pratiquement un divergent. Donc, Ah, car au lieu d'avoir une couleur, j'ai 3 couleurs dominantes. Waouh. bravo. Waouh. Non, mais t'aurais pu voir les J'aurais pu voir lions ça à la et place. oh non. Et on m'a dit peut-être l'année prochaine. Et j'étais là à faire non, je peux pas attendre un an. Du coup, j'ai posé madame direct. Et voilà. Ah, ça s'entend, ça s'entend. Mais voilà, cette grotte, et j'ai ma compagne qui l'a vue et elle est très très chouette. Par contre, elle est dans un état de Waouh. préservation horrible parce que Ah les merde. gens se sont amusés à défoncer les dessins pendant plusieurs siècles, même encore aujourd'hui. Ah Des gens merde. malveillants rentrent dedans pour s'amuser à envoyer des trucs sur les dessins parce qu'apparemment c'est Ah. vachement drôle. Voilà, mais bref, ça c'était le petit aparté Baume Latron. Ok. Tu veux peut-être qu'on ressente sur ton dernier point, Nico? Alors, l'impossibilité de se représenter de nos jours notre futur avec certitude, Ah malgré ouais. des enjeux très concrets pour l'humanité. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples qui doivent vous venir en tête, hein, surtout vu l'incertitude de notre présent. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je vous laisse la parole et après je prendrai la conclusion. Bah, en vrai, on en a un peu parlé tout à l'heure, On cette en a un idée peu que Ouais. parlé, on en a un peu parlé, oui. dans le cinéma et dans la pop culture de manière générale, aujourd'hui, il y a cette notion de représenter le futur comme étant forcément très Mmh. pessimiste, quoi. Mm. Et en dehors de la fiction, vous avez des idées, par exemple? Bah, après, enfin, Si, bah, il y a sur les mecs de la tech qui l'écologie, sont persuadés qu'on va partir dans l'espace et que ça va être trop cool. ouais, voilà, ce genre de Voilà, choses. c'est ça, Ah, moi, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote avec des gamins que j'ai eu hier. Yes. Que j'ai trauma du coup dans la foulée. Mais en gros, je faisais un atelier sur l'évolution, j'avais accès à mon atelier parce que le PowerPoint avait changé pour une raison mystérieuse et du coup il n'y avait plus les trucs habituels. Donc du coup j'avais décidé d'axer sur 3 points. J'avais dit dans l'évolution qui on est, Mmh. d'où on vient et où est-ce qu'on va. Et pour le où est-ce qu'on va, je leur ai dit alors elle va travailler où est-ce qu'on va. Et bien évidemment, tu as un petit gamin qui avait les yeux en l'air qui t'a dit bah on va sur Mars forcément dans le futur. Ah, Donc du coup je l'ai regardé, je lui ai dit ouais, il y en a qui pensent ça. Et après je lui ai dit il y en a aussi qui pensent qu'on va dans le mur. waouh. Et voilà. Donc il y ça a avait, bien fait marrer les profs qui ont dit ouais, je pense qu'on va plutôt dans le mur, effectivement. Et donc du coup est-ce qu'il après y on a avait une discuté distribution écologie, de tu vois. Xanax à la sortie? C'est peut-être parce que j'ai des problèmes avec Elon Musk que ça me saoule que des gamins disent qu'on va aller sur Mars. Mais dans les faits, je trouve ça hyper intéressant parce que oui, t'as quand même un gros. Je pense que tu as quand même un gros matraquage sur le fait que Mmh. la technologie va sauver l'humanité. De toute façon, on va aller sur Mars, ça Ouais. va être top giga cool, ça va être génial, etc. etc. Alors que les enjeux actuels devraient plutôt être des enjeux liés, comme on l'a dit au début, à cette idée de solarpunk et de Mmh. résoudre les enjeux climatiques et de changer notre manière de consommer, notre manière de vivre. Après, sans ça, enfin, toujours moi, quand j'ai travaillé dans l'innovation, j'ai un Ouais. peu touché du doigt, Oh. mais il y a aussi tout un pan un peu scientifique et c'est à mi-chemin entre vraiment de la littérature science-fiction et de la science Ouais. concrète, et ça s'appelle le prospectivisme. Et c'est vraiment tout un courant de Ok. pensée qui voit comment en fait, face à nos enjeux, les données qu'on a et de ce qu'on sait de notre monde, comment est-ce qu'on peut vraiment imaginer notre futur et comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à tout ça. Et par rapport à ça, alors c'est centré beaucoup sur un point de vue économique, mais si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube qui s'appelle Stupid Economics, en ce moment, ils sont en Ah, train de faire une série sur la prospection, en fait, de qu'est-ce que sera notre monde économique et surtout, enfin, d'un point de vue Incroyable. challenge de la société et des États, en fait, de proposer une vision un peu concrète et un peu réaliste, en fait, de ce que pourraient être nos sociétés. Et c'est pas forcément si pessimiste, et c'est de se dire, en fait, comment est-ce que nous, on va pouvoir s'adapter face à tout hmm. ça et peut-être d'écarter aussi certains facteurs. Alors oui, il y a beaucoup la politique qui va jouer dans tout ça, mais moi j'ai un ami et j'aime beaucoup reprendre, cette phrase-là, de mon pote qui dit: «Ben, en fait, le faut aussi voir que
les changements en fait sociétaux majeurs viennent vraiment de la population et c'est vraiment à nous Mmh. en fait de rendre ces visions-là concrètes et enfin quand je vois encore aujourd'hui des appartements qui sont dits futuristes en essayant de s'axer beaucoup sur de la low-tech, beaucoup de recyclage dans un circuit très très court, bah, moi ça me fascine et je me dis mais enfin c'est peut-être ça, enfin c'est vraiment ça notre futur et c'est ça qui va nous Mmh. accueillir. Et en s'extrayant vraiment de cette vision très dystopique ou très solarpunk de tout ça. Je pense pas qu'on aura un futur très lumineux ou très, très noir, mais on aura quelque chose de gris et que, bah, à nous de façonner Ouais, aussi notre propre futur avec, nos actions d'aujourd'hui. bien sûr. Alors, j'aurais dû te laisser le mot de la fin, hein, je suis Non, mais t'inquiète, c'est génial, non? j'ai C'est d'autres trop trucs à dire. Après, si on raisonne aussi sur des futurs hyper, hyper lointains, c'est hyper passionnant des fois de se poser la question de à quoi va ressembler le futur. Moi, Mmh. j'ai il y a pas longtemps, il y a quelques années déjà, j'avais trouvé un générateur de cartes d'Europe et tu pouvais sélectionner la montée des eaux dessus. Et Mmh. tu te rendais compte que du coup, ça te permettait de voir quel monde le monde allait être avec en prenant en compte la montée des eaux. Et c'est vrai que ça te fait une carte qui est complètement différente. Et de là, bien évidemment, mon esprit de rôliste s'est dit, ouais, ce serait trop cool de faire un JDR dans un monde du futur hyper lointain où les eaux sont montées et tout le monde trouve ça normal, tu vois. Pas que les gens soient là à faire, oh mon Dieu, l'eau a monté. Non, l'eau a monté, c'est comme ça. Comment est-ce que les humains vivent dans cet espace-là avec leurs différents objets, leurs différentes villes? Est-ce que Montpellier sera sur des pilotis, tu vois, enfin des trucs comme ça? Mmh. Je trouve ça hyper passionnant de raisonner sur un futur très lointain où les gens auront oublié le principe de montée des eaux et que ça transparaîtrait à travers des mythes, des légendes, des trucs comme ça. Tout comme finalement certaines catastrophes sont présentes aujourd'hui dans notre société sous couvert de mythes. Notamment un exemple qui est le plus logique, c'est que les fameux déluges que l'on retrouve dans toutes les civilisations de nanana ne sont pas dus à des extraterrestres, mais simplement au fait qu'il y a une partie de l'humanité qui a été trauma par des tsunamis lors du réchauffement de la planète il y a à peu près 10 000 ans. Mmh. Et on peut les comprendre. Mais il n'a pas plu pendant 40 jours et 40 nuits. C'est juste arrivé une fois, ça a rasé 2 villages et les gens ont transmis ça de génération en génération. et les Donc, habitants du Doggerland, hein. voilà, les habitants du Doggerland, eux, pardon, ils n'existent plus. Voilà, ils peuvent plus en parler, mais leurs voisins, eux, peuvent en parler. Donc c'est hyper intéressant parce que ce monde du futur hyper lointain aura probablement plein, plein, plein de choses. On l'espère, hein, parce qu'il y a la vision très pessimiste de se dire qu'il y aura rien du tout et qu'on sera tous morts. Mais dans cette vision où l'humanité survit à ça, elle survit dans un monde qui est complètement différent de celui que nous, on peut connaître, même géographiquement parlant. Je me permets de reprendre la parole parce que ça va super bien avec moi enfin l'exemple que j'avais en tête. Ouais, Un exemple bien précis de problématique, sur laquelle la recherche se penche depuis au moins les années 80, donc c'est relativement récent. C'est comment, transmettre des informations importantes sur le stockage de nos déchets nucléaires et du danger qu'ils ouais. représentent à des civilisations futures dont on ignore absolument tout. Et Alors du coup ta conclusion, on me l'a spoilé ce week-end. Parce qu'apparemment, tu as ah communiqué un peu à Jules ah ou à oui! Mika, je crois, donc je sais à peu près de quoi tu vas parler, c'est passionnant. Non, non, Je mais te rends la ouais, parole. je vais vraiment pas rentrer dans les détails. C'est juste que, bon, du coup, là, il s'agit pas de s'imaginer un futur probable, mais plutôt de trouver des solutions pour communiquer avec les générations futures. En fait, la gestion des déchets nucléaires de haute activité pose un problème majeur qui est que, ils peuvent représenter un danger, un rayonnement dangereux pendant parfois plusieurs milliers d'années, voire, davantage. Et actuellement, le consensus, c'est de les stocker à plusieurs centaines de mètres sous terre, dans un sol, géologique, stable, jusqu'à ce que leur niveau de radioactivité ne dépasse pas le seuil de la radioactivité naturelle du sol d'origine, ou alors, jusqu'à avoir une technologie permettant de les recycler. Et en attendant, il y a une partie des recherches sur le sujet qui porte sur la communication avec les générations futures afin d'éviter toute intrusion humaine dans ces sites de stockage souterrains, tout en signalant leurs dangers. Il y a ce double but en fait qui est un peu, qui est assez enfin, qui est hyper complexe à résoudre. Genre comment signaler que c'est quelque chose de dangereux, et que du coup il faut surtout pas que les gens y aillent. Parce que si tu signales quelque chose de dangereux dans la vraie vie, tu as forcément quelqu'un qui va aller faire un tour. Mais, la littérature scientifique à ce sujet, elle est très intéressante puisque, en fait, elle explore le passé de l'humanité pour comprendre comment trouver une communication qui puisse durer, dans le temps entre des populations dont la culture, la langue, les référentiels communs à notre, aux civilisations, sont complètement différents. Et en effet, comment communiquer? La notion même de danger,
si on se projette 1000, 5000, 10 000, 20 000, 100 000 ans ou plus, sachant que les premières formes d'écriture qui sont apparues, c'était il y a 5000 ans seulement, et que les vestiges de construction Ouais. humaine les plus anciens, qui sont encore visibles de nos jours, ont moins de 10 000 ans. Et du coup, ben, vous sentez le vertige qui arrive. On est littéralement au-delà de nos capacités d'imagination. Alors que ce soit au sein du Department of Energy des États-Unis ou de l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs en France, voire dans d'autres pays, en fait, il y a plusieurs équipes pluridisciplinaires qui travaillent sur ce sujet et qui incluent toutes des archéologues et des anthropologues. Parce qu'en fait, nos seuls modèles pour trouver des réponses sont en effet les sites archéologiques qui ont traversé les millénaires. Mais problème, en fait, les sites archéologiques, tout ce qu'on connaît, en tout cas des vestiges actuels, ils ne sont pas destinés à être interprétés par d'autres personnes que celles et ceux qui les ont conçus. Et parfois, du coup, en fait, l'usage va se modifier aussi au cours du temps. Et surtout, ils sont fouillés, parfois pillés. Souvent, il y a une iconographie qui nous échappe. En fait, il y a autant de défis qui restent à relever et dont chaque piste, en fait, soulève encore plus de questionnements. Donc, en effet, comme j'en avais parlé à Jules, c'est vrai qu'il y a des pistes qui sont extrêmement intéressantes, comme comment créer un mythe, un récit autour des déchets nucléaires. Parce qu'au final, ce qui reste le plus longtemps, c'est peut-être pas forcément quelque chose de physique, mais c'est une histoire, une oralité. Il y a un exemple qui revient souvent, c'est l'exemple de la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, on peut faire Mmh. remonter quand même l'histoire à presque au moins 3000 ans en arrière. C'est-à-dire que c'est un même récit qui a quasiment pas bougé, qui a été repris par les mythes, dans les mythes chrétiens, par Ève, Ève qui mange le fruit, ce genre de choses, et qui est encore connu de nos jours. Donc c'est pour ça qu'en fait, parfois, les mythes traversent peut-être plus efficacement le temps que des bâtiments. Bien sûr. Enfin, en tout cas, moi, je suis réellement passionné par le sujet. Je trouve ça tellement C'est incroyable. fascinant, c'est Ouais. incroyable. Ouais. Du Ouais, coup, parce que je trouve que c'est encore une fois Le Quellec qui disait qu'une, je traduis avec mes mots, hein, mais qu'en gros, on retient toujours plus facilement une bonne histoire qu'un cours magistral de 5 heures, en fait. Mm, mm. Dans ce que tu veux apprendre aux gens, et le mythe est hyper important pour transmettre des infos, des valeurs, des morales, des trucs comme ça. C'est la clé c'est presque la clé de compréhension de l'humanité, de l'homo sapiens qu'on pourrait finalement appeler l'homme qui narre plus que l'homme qui est savant, je trouve. c'est ça. Bref. Puis c'est des choses qui durent dans la durée. Oui. Enfin, mais là, du coup, j'étais pas parti là-dessus, même pour l'instant. Par contre, vu que c'est quelque chose qui vraiment me passionne, hein, si un jour vous voulez une chronique de plusieurs pages sur la gestion des déchets nucléaires, même de manière générale, Grave, en vrai, je passerai un c'est vendu, c'est super vendu. moment à écrire. Je m'étais aussi un peu Et renseigné sur ça et enfin, pareil sur, en fait, sur qu'est-ce qu'on peut transmettre aussi. Enfin, il y avait aussi cette double crainte de se dire, bah, il faut induire qu'il y a des endroits qui sont super dangereux, faut pas y aller. Mais on a aussi le contre-exemple des pyramides, en fait, et Tout à fait. des tombeaux, égyptiens où il y avait les inscriptions devant et qui étaient mis: «Attention, ne rentrez pas, sinon il y a enfin, vous allez être maudits, vous allez mourir». Et qu'est-ce qu'on a fait? on rentre. Eh ben, on a exploré. Bah, bien sûr. Et c'est Ah ça bah, qui est bien hyper sûr. intéressant parce que c'est des notions culturelles qui rentrent en ligne de compte. En fait, si tu Ouais. voulais, empêcher les gens de rentrer dans une centrale nucléaire, je pense que le plus simple, ce serait d'avoir créé une espèce d'énorme religion qui est suffisamment pris pour espérer qu'il y ait aucune autre culture qui débarque un jour n'ayant pas la connaissance et qui rentre dans le truc, quoi. Alors, Mmh. t'as des pistes comme ça, t'as la en fait, parce que t'as vraiment des recherches incroyables où t'as des équipes de recherche qui essaient de définir qu'est-ce qui est commun à toute Mmh. l'humanité, quelle que Mmh. soit sa culture, quelle que soit sa religion. Et du coup, ce qui ressort, en fait, c'est très peu de choses. Ça tient la curiosité, la la manière de communiquer, genre, les humains communiquent depuis toujours, sont curieux depuis toujours. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui sont tellement vagues. Et du coup, oui, tu avais un projet comme ça de Atomic Priesthood, de faire une religion autour de ça. Mais encore la critique, parce qu'en fait, tu as plusieurs teams
qui se corrigent les unes des autres pour proposer des choses. La critique majeure, c'est que, créer une religion de toutes pièces, c'est pas forcément quelque chose qui marche et c'est ce que j'avais envoyé à Jules. Il y avait des pistes, qui étaient, se baser sur des religions qui existent vraiment et notamment, à mon grand regret et au regret de beaucoup de personnes, le New Age ferait Mmh. partie des religions les plus à même de véhiculer, ce genre d'avertissement sur les déchets nucléaires. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, Le Edge j'avais sauvera l'humanité. Ouais, et moi, ouais, je j'avais suis du une mauvais côté de l'humanité, oui. j'avais une autre piste que j'aimais beaucoup, qui était de juste, on fait nos trucs, et on met ça quelque part où ça sera retrouvé vers personne et on oublie la connaissance. Faire en sorte qu'on la perde à jamais et j'aime beaucoup, en fait, ce côté-là aussi. Ouais, le Après, il problème, y a c'est que toujours le c'est ce risque qu'il que faut pas faire. quelqu'un le trouve quand C'est même, ça. tu C'est vois? tu peux pas Heu c'est Ouais, non, mais c'est C'est tellement encore une fois, je vais imprévisible. parler de préhistoire, mais le nombre de grottes qui sont scellées que l'humanité n'a pas fréquentées pendant des dizaines de milliers d'années, et tout d'un coup, tu as un mec qui passe, qui voit un mini trou, qui se dit: «Ah, je vais foutre de la poudre noire là-dedans, on va voir ce qui se passe», fait péter le truc. Là, tu imagines le cas dans une centrale nucléaire, le mec qui fout des explosifs dedans, finito Mais les pépitos quoi là derrière. c'est tellement chaotique l'humanité, Mais c'est oui, en fait, le problème des humains, c'est qu'on est juste des gros primates curieux en fait. Et ouais. autant des fois c'est un avantage, autant des fois je pense que ça en est pas un. Je vais juste finir parce que j'avais juste 2 dernières recommandations Oui, de vas-y, livres vas-y, par pardon. rapport à ça, plus par rapport, justement au côté, patrimoine. Hem, un livre qui s'appelle The Future of Nuclear Waste, What Mmh. Art and Archaeology Can Tell Us About Securing the World's Most Hazardous Material. Voilà, le titre est un peu long, de l'anthropologue Rosemary Joyce, qui est un livre, qui parle vraiment en fait de ce que l'archéologie peut apporter à ce genre de questions et qui parle de problèmes aussi, plus anthropologiques. Donc c'est vraiment plus centré sur l'être humain et sur le passé, donc c'est vraiment super cool. Et un autre livre qui élargit ses questionnements au patrimoine de l'humanité en général, qui est, Cultural Heritage and the Future, sous la direction des archéologues Cornelius Oltorf et Anders Hubberg, qui parle, aussi entre autres de la notion de patrimoine, culturel, spatial, du futur du patrimoine culturel immatériel, de la décolonisation du patrimoine, enfin plein de sujets, super intéressants, concernant, le futur du patrimoine de l'humanité de manière générale. Donc, pas que uniquement sur, les déchets nucléaires, même s'il y a une grosse partie. Merci beaucoup du coup, Nico, Ouais, merci. parce que tu écoutes à carry un peu l'épisode, hein, concrètement. Cet épisode qui je ne sais pas du coup ce que ce sera comme type d'épisode, ce sera beaucoup en fonction du programme. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Je sais pas si vous voulez dire encore une dernière petite chose avant qu'on se quitte? Là, je vois que tu as posté une carte de la Bretagne, après Ouais, la en mort fait, des je autres. rebondissais sur ça, je suis tombé il y a un petit moment, C'est très sur classe. le Reddit France. C'est, alors je crois que lui, il est cartographe de base, mais enfin bref, il s'est amusé à représenter la France et il a fait plusieurs, représentations aussi de la Bretagne, enfin si l'eau, montait de 70 mètres, enfin des trucs complètement aberrants et c'est ultra stylé. Ces dessins sont vraiment trop, trop bien faits. Je Ouais, c'est trop je recommande son travail. Il en a pas fait beaucoup, mais le peu qu'il a fait, c'est vraiment de très, très bonne qualité. OK. Nico, un dernier mot? Non, c'était vraiment un plaisir de faire ça avec Bah ouais, vous. grave, Moi, en vrai, carrément, je me suis carrément. beaucoup amusé, j'ai pas pris de la tête du tout. Pas comme les futures chroniques où je pense que ça va être plus de travail. Et ce sera plus, peut-être moins détente. Parce que pour le coup, j'avais déjà toute la biblio, j'avais tout ce qu'il faut, j'ai juste pioché dedans, 2-3 trucs, mais les autres, il va falloir charbonner, ouais. Eh ben, écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là. Du coup, Ouais, merci à vous 2 d'être venus, ce soir. Merci aux ouais, auditeurs, bien aux auditrices qui nous ont, écoutés, c'était très chouette. Charles, comment ça s'est passé finalement? Le et stress, il est ben parti? ouais, c'est ce que j'allais dire. Le stress complètement parti. C'était vraiment Cool. super cool de discuter avec vous et de vous écouter. C'était vraiment très, très cool, Eh et ben, ce sera j'espère avec plaisir pouvoir qu'on te reverra dans l'émission, en tout cas j'espère. En tout cas, ouais, pour le moment, vous pouvez carrément. trouver Charles, tous les 15 jours sur Twitch avec nous la plupart du temps, pour, Mmh. 9e cycle ou alors en replay sur YouTube, ça dépend quand sortira cet épisode. En tout cas, nous, on vous fait des gros bisous, on vous remercie une fois de plus de votre écoute et on vous dit probablement à la semaine prochaine dans votre temporalité, puisque finalement tout est affaire de temporalité.
Ah, merci à vous. Merci Passez une bonne beaucoup. soirée. Attention Ciao. au futur. Ciao. Ça paraît si Non, mais parce que ça, c'est Nico, il fait tout le temps ça. Oui, pardon, j'aurais dû te T'inquiète pas. prévenir. C'est soft. Normalement, il écrit 20 pages. Hein. Ah putain de bordel. Bon, bah, T'inquiète, je... moi j'ai rien et j'ai honnêtement déjà oublié ce dont on est censé parler parce que je suis tellement sur 10 000 trucs à la fois que je me suis dit Nico a l'air d'être OP donc on va le laisser gérer et Moi, si vous ensuite voulez, je mène la danse et vous me tu- suivez. Vous ouais, je suivez le pense Ouais, ouais, je ouais. pense qu'on va faire ça, on va clairement faire ça. Je vais, Je sais même pas comment catégoriser cet épisode, si je le mets en de tout et de rien ou en de rien et de tout. Du coup, moi-même je suis largué, je sais pas trop ce qui va se passer, on va voir, ça va être de l'impro. Voilà, Ouais, c'est mais ça, c'est mon côté, je déteste les trucs faits à l'arrache, donc du coup, j'ai voulu structurer un peu et bon, C'est très rigolo qu'en structurant, tu te sois rendu compte que t'as vraiment structuré comme si tu faisais une chronique, quoi. oui, oui, Je trouve ça vraiment c'est très rigolo. inquiétant. C'est vrai que c'est ça. Surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est moi, j'ai commencé à aligner des mots, et puis Et- ça a donné 6 pages. et- Moi, j'aligne des mots, moi, j'ai l'air d'être un chimpanzé qui commence à écrire. Hein. Non, mais c'est pareil, hein, je te rassure. Bon, stresse pas en tout cas, Charles, ça va super bien se passer. De toute façon, Ouais. toutes tes hésitations seront coupées au montage, donc bon, bah, c'est pas grave, tu vois. Genre, et puis si tu pètes un câble et que tout d'un coup tu dis, je sais pas, j'adore les nazis, bah pareil, ce sera coupé au montage aussi, tu vois. Donc, faut pas avoir peur. Là, contrairement au JDR, c'est pas en live, donc Ouais. vraiment, Ouais, si avec le recul tu dis ce passage-là, je le veux pas, tu me dis et il disparaît. Ok. Voilà. Donc il y a zéro presse, c'est vraiment, vraiment zéro pression. Il y a que Craig qui nous juge, c'est tout. Ouais. Il est gentil. Craig, c'est Ça le va. bonhomme dans le Discord. Ouais, c'est le bot qui permet d'enregistrer. Exactement, qui permet d'enregistrer. J'ai aussi OBS au cas où en backup à chaque fois. Parce qu'on sait jamais si Craig décide tout d'un coup de dire finalement j'ai pas envie. Et voilà. Top, Ok. top, top. Est-ce que vous êtes chaud pour y aller ou pas? Chaud, Bah ouais. je te rappelle juste peut-être Ouais, le rappelle-moi le thème. sujet. Alors, Ça va, je suis pas tant à l'arrache. non, en fait, c'était Complètement Charles, à un oublié. moment, il a dit: «Ah, ce serait bien qu'on parle» pardon, excuse-moi pour l'imitation. C'est bien qu'on ait un thème sur la perception du futur dans le passé, du coup, ouais. Ah ok, c'est vachement intéressant. Ouais, c'est pour Mais ça, je oui, pense qu'il y a des trucs à dire, qui enfin, il y a Mais ça oui. nécessite pas des recherches de dingue, non, 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 non. après c'est vrai que enfin pour le coup j'ai fait quelques petites recherches quand même mais c'est surtout en fait ces représentations, je dirais post-guerre froide moi qui m'intéressent et qui sont super cool à voir. Ah, Ah ok. yes! Eh bah écoutez, let's go. Hein. Mmh mh. Allez, c'est parti. De toute façon, c'est un peu à l'arrache. Bah écoutez, les auditeurs, on vous salue.